Bon, je te remercie, Marc. Oui, c'est moi. Pas Marc, c'est Marc. Non. On a un petit comité, ça va être sympa. Alors l'article qu'on va voir, comme tu as dit, va s'intéresser à un nouveau concept d'étude, enfin, une nouvelle méthodologie. Et ça va être l'occasion de revoir quelques points. Alors comme je vais vous faire un truc assez général pour commencer, histoire de qu'on ait tous de bonnes bases, je vais rappeler les choses très, très basiques. Surtout ne croyez pas que je vous sous-considère rien. Bon, alors les protéines kinases, je vous apprends rien, hein, c'est des enzymes qui ont pour rôle de transférer un phosphore à partir d'un ATP. L'ATP va devenir ADP et le phosphore va se fixer sur certains acides aminés et ça va modifier en fait ça va transmettre un message en transformant certaines protéines. Alors, parmi les nombreuses voies que l'on connaît, vous avez par exemple la voie des MAP kinases qu'on ne présente plus et pour lesquelles il y a un certain nombre de protéines qui sont en l'occurrence des tyrosine kinases. Alors, je vous ai mis un exemple d'AKT parce que ça montre bien que ce sont des molécules qui ont une action qui peut être très diverse selon les cellules. Vous voyez, par exemple, AKT peut être impliqué dans un très grand nombre de fonctions et ça va, on va le voir un peu plus tard, vous faire comprendre pourquoi les médicaments qu'on utilise ont des effets et des effets à la fois secondaires et à la fois des effets sur la maladie qui peuvent être très variables et qui sont parfois assez mal compris. Donc les fonctions sont multiples. Comment on s'y retrouve dans les inhibiteurs de protéines kinases? Eh bien, il y a un bel article qui avait proposé le concept de kinome. Et là, vous avez l'arbre phylogénétique. Vous voyez en fait les ressemblances qu'il y a entre certaines protéines. Donc le kinome, ça explique en fait l'ensemble des kinases qu'il y a dans soit une cellule, soit un organisme. On peut mettre le mot qu'on veut derrière. Il y en a 518 de connus pour l'instant chez l'homme. Et ce sont principalement des sérines tréonine kinases, c'est-à-dire que les tyrosine kinases que l'on connaît beaucoup, en réalité ne font partie que d'un petit sous-groupe, vous pouvez voir sur le carré en haut à gauche. Donc, comme vous le savez, elles sont impliquées dans un grand nombre de fonctions cellulaires, notamment la migration, la prolifération et la survie, donc des éléments fondamentaux pour les cellules tumorales. Et donc très vite, des gens ont eu l'idée de bloquer ces voies, en fait. Et les inhibiteurs de protéines kinases sont des petites molécules et qui ont pour objectif de bloquer en fait ces enzymes. Or, on nous a souvent présenté ça comme des thérapies ciblées, c'est-à-dire on va donner l'exemple le plus typique, ça va donner l'imatinib pour bloquer ABL qui a été modifié, et ainsi on va contrecarrer la fonction qui est très vitale pour la cellule tumorale, mais en réalité cette sélectivité elle est toute relative. Alors j'utilise volontairement le terme de sélectif parce que la spécificité, en fait, ça veut dire qu'on a une molécule qui va bloquer spécifiquement une autre, mais en réalité, c'est jamais vraiment le cas. Ça, c'est la molécule de pharmacologie parfaite. En réalité, c'est sélectif, c'est-à-dire elles vont préférer certaines molécules à d'autres. Là, je vous ai donné l'exemple, par exemple, si on prend l'erlotinib, là aussi qu'on ne présente plus, l'inhibiteur de GFR pour les adénocarcinomes bronchopulmonaires, MUT, eh bien, on voit qu'il ne va pas seulement inhiber quelques tyrosine kinases, elle va bloquer un certain nombre de molécules avec plus ou moins d'affinité. Ce concept d'affinité, on va y revenir. C'est-à-dire que selon la concentration, ils vont inhiber ou non certaines enzymes. Là, on a l'autre exemple, vous voyez le Sutent, le sunitinib, là aussi, qui est à plein d'endroits. Et le dasatinib, c'est un inhibiteur d'ABL de deuxième génération. Donc, ça ressemble à l'imatinib. Donc cette question de sélectivité, en fait, elle est inhérente à plusieurs choses. Et l'un des éléments fondamentaux, c'est le type d'inhibiteur de protéines kinases. C'est-à-dire que l'une des classifications là, qu'on vous montre là, elle montre comment va fonctionner en fait, l'inhibiteur de protéines kinases. Par exemple, le type 1, c'est le plus fréquent, comme l'imatinib. C'est-à-dire qu'ils vont se bloquer à l'endroit où devait se fixer l'ATP, vous voyez. Et le problème, c'est que l'ATP, en réalité, c'est très commun. Donc, c'est des médicaments qui vont toucher un peu toutes les enzymes. Alors qu'il y en a d'autres, par exemple, qui sont beaucoup plus sélectifs. Là, vous avez un exemple, par exemple, d'un inhibiteur de protéine kinase très sale, on dit des molécules sales, c'est-à-dire qui vont toucher plusieurs enzymes, et d'autres qui le sont moins. Par exemple, il y a un bel exemple, c'est l'Everolimus, qui est un type 4, c'est-à-dire qu'il va se modifier la configuration de l'enzyme, c'est un niveau allostérique, et donc il va avoir une plus grande sélectivité. Autre représentation, là on ressort aussi quelques molécules que vous connaissez, vous retrouvez le sunitinib, le pazopanib en bas,
qui montre en fait à partir de quelle concentration l'enzyme va inhiber 50%, enfin l'inhibiteur de protéine kinase va inhiber 50% des enzymes. Mais ces concepts-là, on va les voir juste après. Donc vous constatez que c'est des molécules qui touchent beaucoup de choses. Hein. Vous prenez le dasatinib par exemple au centre, donc un inhibiteur d'Abel de deuxième génération, ça touche plein de molécules. Et ça va, on va le voir un peu plus tard, expliquer pourquoi on a cette grande différence en fait entre les effets indésirables. C'est-à-dire que par exemple, dans le sorafénib, le syndrome Maimpil est extrêmement connu et très prépondérant, alors que vous ne l'avez pas beaucoup moins, disons, par exemple dans l'axitinib. Alors que toutes ces molécules-là sont des molécules anti-angiogéniques, donc qui doivent avoir théoriquement les mêmes cibles. Alors comment on mesure la sélectivité, ce concept-là? Il y a plusieurs outils. Vous avez le KD, qui est la constante de dissociation, qui va vous permettre au premier coup d'œil de savoir si cette molécule, si l'inhibiteur de protéine kinase a tendance à avoir une grande affinité pour une protéine kinase ou non. Je le détaillerai, hein, j'ai bien compris, hein, il y a inhibiteur de protéine kinase et protéine kinase. Donc plus c'est faible, mieux c'est. La petite subtilité, c'est comme le pH, c'est-à-dire qu'on peut exprimer en pKd, donc c'est l'inverse, plus c'est haut, meilleure est l'affinité. Pour rester simple, le KI c'est la même chose, KD-KI. Et après, autre manière de raisonner, vous avez l'IC50, c'est-à-dire c'est la concentration de molécules à laquelle on va bloquer la moitié, enfin on va diminuer par 2 la fonction de l'enzyme. C'est-à-dire par exemple, si vous voyez, on va prendre l'exemple de la staurosporine, qui n'est pas un médicament, hein. Si vous êtes à -7 par exemple, vous allez bloquer la moitié de l'activité de l'enzyme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes se sont dit, bon bah, on va prendre chaque molécule, chaque inhibiteur de tyrosine kinase, ou de protéine kinase, et on va les comparer à toutes les kinases pour voir ce que ça fait. Et là, vous pouvez voir par exemple, en rose à gauche, vous avez des molécules qui vont inhiber plein de choses, et à droite, par exemple, celles qui vont inhiber seulement quelques-unes. En haut, vous voyez, vous avez les inhibiteurs de protéine kinase, et à gauche, les protéines kinases. Donc d'une part, vous avez compris que ce sont des médicaments qui ne sont pas très sélectifs, qui vont agir sur des protéines qui ont de très grandes fonctions. Donc c'est un très gros micmac et c'est difficile en fait de prévoir à l'avance l'effet d'un médicament, enfin le médicament, quel effet il va avoir exactement sur le patient. Et à cela se surajoute un deuxième grand concept en pharmacologie qui est la pharmacocinétique, qui là va faire varier énormément l'effet du médicament. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ce sont des médicaments qui sont sous PEROS, et donc il y a une très grande variation, que ce soit avec l'alimentation, à distance du repas, avec l'alimentation, selon les individus, il ne va pas y avoir la même absorption. Donc ça c'est pour le côté absorption, il peut y avoir des variations qui vont du simple au double, voire au triple. Après vous avez la distribution, c'est-à-dire qu'un médicament peut ne pas aller là où il devrait aller. Très bel exemple et bien connu, c'est le crizotinib, qui est un inhibiteur utilisé en tant qu'inhibiteur d'ALK dans le cancer bronchopulmonaire non admissible muté-ALK. Et lui qui diffuse mal dans le cerveau, eh bien, on a souvent des récidives cérébrales. Donc vous avez un médicament à bonne concentration, bien sélectif, mais malheureusement qui ne va pas au bon endroit. Puis ensuite vous avez la métabolisation, l'élimination, tout ça pour résumer qu'il y a énormément de variabilité entre prescrire le médicament et l'effet souhaité. Donc les effets indésirables, comme vous l'avez compris, peuvent être liés directement à l'inhibition de l'enzyme, mais ils peuvent aussi être, comme tout médicament, liés à la structure chimique. C'est-à-dire qu'il y a certains, par exemple, inhibiteurs de protéines kinase qui vont avoir une toxicité hépatologique au niveau du foie, avec une augmentation de transaminase, simplement parce qu'ils ont une structure qui est potentiellement toxique en fait, pour les hépatocytes. Et là, on va revenir quand même sur l'objet de la présentation, c'est-à-dire sur la toxicité cardiaque. C'est une toxicité qui n'est pas très fréquente, mais qui est potentiellement très grave. Et c'est vrai qu'on rappelle, si c'est une toxicité qui va en plus amener, si elle est présente, d'ajouter des médicaments supplémentaires avec les risques d'interaction médicamenteuse. Ça, c'est le côté très pharmaco. Donc voici l'article sur lequel on va se pencher. Donc l'insuffisance cardiaque, elle a été décrite pour plusieurs inhibiteurs de protéines kinase, mais
la molécule en cause, en fait, on aimerait dire, bah voilà, l'insuffisance cardiaque, elle est due à cette protéine, eh bien, ces choses-là sont mal connues. Et c'est d'autant plus important que c'est un effet indésirable qui est grave et qui peut apparaître chez des patients qui vont avoir un traitement de manière très chronique. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple de l'imatinib pendant 10 ans, vous augmentez les risques d'avoir de l'insuffisance cardiaque et en plus, ça va être très limitant alors que vous avez besoin d'un médicament pour contrôler une maladie. Donc, les objectifs que s'étaient fixés les auteurs, c'était d'évaluer le risque d'insuffisance cardiaque pour 15 protéines kinases, enfin inhibiteurs de protéines kinases qui étaient considérés comme un risque, et ensuite pouvoir identifier là où lesquels était la cause de l'insuffisance cardiaque induite par les inhibiteurs de protéines kinases. Donc comment ils ont construit leur affaire? Donc ils ont commencé par faire une revue de la littérature pour essayer d'identifier les inhibiteurs de protéines kinases qui étaient à risque. Ensuite, ils ont utilisé une analyse de disproportion, sur laquelle je vais revenir très bientôt. Et ensuite, ils ont construit le reste de l'étude sur l'identification de la protéine kinase en cause. Donc comment ils ont fait? Ils ont utilisé VigiBase, qui est une banque de données en pharmacovigilance, qui est la plus grande du monde, qui est construite par l'OMS, qui est très importante. Vous avez 13 millions, là il y avait 13 millions de cas en début 2017, actuellement on en est à 15 millions. Donc il y a une très grande quantité de données sur presque 15 ans. Et la condition qui s'était fixée, c'est qu'il fallait au moins 100 cas d'insuffisance cardiaque pour un inhibiteur de protéine kinase afin d'avoir la puissance statistique nécessaire. Ils ont fait cette revue, et à ce moment-là, ils ont identifié 21 inhibiteurs de protéine kinase qui étaient potentiellement à risque d'insuffisance cardiaque. Et parmi ceux-ci, ils en ont choisi 15 parce que c'était les 15 qui étaient assez décrits en fait dans VigiBase. Et donc les voici. Ça. Et là, vous l'aurez remarqué tout de suite, les hématomes nous ont un peu volé la vedette, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médicaments utilisés dans la leucémie myéloïde chronique. Vous avez le bosutinib, le dasatinib, l'imatinib et le nilotinib, qui sont tous les 4 des médicaments qu'on utilise dans la leucémie myéloïde chronique. Ensuite, ils ont voulu identifier cette affinité dont je vous parlais tout à l'heure, pour essayer de comprendre à quel point le médicament avait une bonne affinité avec avec la protéine kinase. Et pour cela, ils se sont intéressés à un article publié par Davis qui a fait, comme vous avez vu, un tableau avec l'estimation de chaque KI ou KD, pour rester simple, pour chaque inhibiteur de protéine kinase sur chaque protéine kinase. Donc lui, il en avait testé 72 avec 442 protéines kinases, c'est-à-dire sur 518, c'est déjà remarquable. Donc là, vous voyez tout de suite, par exemple, plus c'est gros, moins il faut de médicaments pour inhiber l'enzyme. Là, vous voyez tout de suite, par exemple, que la sporosporine, qui est connue pour être un inhibiteur de pankinase, touche une grande quantité des protéines kinases, alors que le sunitinib est déjà un peu plus sélectif, si je puis me permettre, et le lapatinib, donc le Tyverb, lui, par contre, a beaucoup moins de cibles. Donc ils ont recueilli les données d'usage en pharmacologie et ils ont utilisé l'analyse de disproportionnalité. Alors, pour vous expliquer ça simplement, ils ont pris pour chaque médicament le nombre de cas décrits d'insuffisance cardiaque et ils ont comparé par rapport à tous les cas d'insuffisance cardiaque pour ces inhibiteurs de protéine kinase. Et avec ça, ils voient s'il y a une disproportion entre les deux. Donc si vous avez un médicament qui va donner beaucoup d'insuffisance cardiaque, vous aurez une plus grande proportion d'insuffisance cardiaque dans ce groupe d'inhibiteurs de protéines kinase par rapport au groupe total. Et avec ça, ils obtiennent un autre ratio qu'ils vont ajuster sur un certain nombre de facteurs potentiellement confondants. Ensuite, pour étudier cette relation entre la disproportionnalité et l'affinité, c'est-à-dire se dire est-ce que si ma molécule a une grande affinité pour cette protéine-là, ça donne de l'insuffisance cardiaque? Et bien pour ça, ils ont utilisé le coefficient de corrélation de Pearson, une chose très classique avec une correction de Bonferroni pour ajuster le risque d'inflation du risque alpha en fait. C'est-à-dire qu'on va, comme ils vont tester par exemple 15
15 inhibiteurs de protéines kinase, ben, si vous en faites 15, vous imaginez qu'on n'est pas loin du 1 sur 20 de risque alpha. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diviser le risque alpha par 15. Et donc, enfin, pour faire ça, on va mettre 10. Donc, au lieu d'avoir un P significatif à 0,05, vous aurez un P, pour que ce soit significatif, il faudra un P inférieur à 0,005. Voilà. Ensuite, ils ont posé le postulat que plus l'affinité est élevée pour une protéine kinase qui serait impliquée dans l'insuffisance cardiaque, et bien plus le risque d'insuffisance cardiaque médicamenteuse serait élevé, donc la disproportion serait importante. Donc le ratio serait augmenté. Ça c'est un peu plus de l'ordre du détail, mais pour estimer la force de cette corrélation, ils ont regardé la variance, là aussi ajustée sur les différents critères qui étaient potentiellement confondants, qu'on a vu un instant. Et enfin, ils ont terminé par une régression linéaire pour chaque protéine kinase qui aura été considérée comme suspecte. J'en perds ma télécommande. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, comme je vous disais, 21 protéines kinases ont été suspectées de produire une insuffisance cardiaque lorsqu'elles étaient inhibées. Donc, principalement la voie ATK et les MAP kinases. Vous retrouvez en bas à gauche ABL, et puis des choses qu'on connaît très bien. Vous avez VEGFR, EGFR, HER2, MATFR. Donc, des choses assez communes finalement. Ils ont regardé les données de pharmacovigilance, ils ont trouvé 15 inhibiteurs de protéines kinases qui correspondaient aux critères qu'on avait vus. Ils ont regardé la base et ils avaient quand même environ 141 000 effets indésirables décrits pour ces 15 molécules, ce qui est quand même remarquable, avec 2600 cas d'insuffisance cardiaque. Les médicaments les plus rapportés, c'était en toute logique les médicaments les plus utilisés et les commercialisés depuis le plus longtemps, c'est-à-dire l'imatinib, le premier vrai inhibiteur de protéines kinase développé, puis l'erlotinib et le sunitinib, donc des médicaments qu'on a l'habitude de rencontrer, rien d'étonnant. Et ensuite, ceux où les cas d'insuffisance cardiaque avaient été rapportés en plus grand nombre, c'est pas la relation, c'est en valeur absolue. Vous aviez là encore l'imatinib, le sunitinib et le dasatinib. Donc l'erlotinib a disparu et le dasatinib s'est ajouté. Et si on regardait en relatif, eh bien, ce qui était constaté, c'était que dans 4% des cas environ, l'effet indésirable déclaré, c'était une insuffisance cardiaque. Et les médicaments pour lesquels il y avait cette plus grande proportion, c'était le dasatinib, le bosutinib et le sunitinib. C'est-à-dire 2 inhibiteurs d'ABL et le sunitinib. Évidemment, on est en pharmacologie, donc ils se sont intéressés aux interactions médicamenteuses, qui étaient finalement... L'interaction médicamenteuse était la cause de l'insuffisance cardiaque, mais on a attribué l'insuffisance cardiaque à l'interaction dans seulement 1% des cas environ. Il y avait quand même, dans un quart des cas, il y avait une association à risque malgré tout. La mortalité était assez importante, mais ce n'est pas étonnant parce qu'on a plus facilement tendance à déclarer un décès en pharmacovigilance plutôt qu'un syndrome impie. Ils ont fait l'analyse de disproportionnalité, et là, à ce moment-là, par exemple, ils ont constaté que le dasatinib, on avait un odds ratio à 2,5, ce qui n'est pas anodin. Donc, on retrouve comme par hasard, j'ai envie de vous dire, les médicaments de nos collègues hématologues, c'est-à-dire le dasatinib, l'imatinib, le bosutinib et le nilotinib, qui n'est pas très loin, avec le sunitinib qu'on connaît un peu mieux. Ensuite, ils se sont dit, est-ce qu'il y a une relation entre affinité et disproportionnalité? Donc, ils ont fait le Pearson. Et là, vous voyez que, encore, vous avez 3 protéines kinases qui étaient suspectes. C'était ABL dans sa forme non phosphorylée et dans sa forme phosphorylée. Et vous n'aviez pas très loin CSFR. Mais c'est surtout ABL qui était décrit. Bon, c'est pas étonnant, vu les médicaments qu'on a vus avant. Avec, un R qui est quand même au-dessus de 0,7. Ensuite, on fait la régression linéaire, c'est-à-dire, est-ce que les médicaments qui ont beaucoup d'affinité pour ABL donnent beaucoup d'insuffisance cardiaque? Eh bien, on a quand même l'impression que oui, c'est-à-dire que, vous voyez, le dasatinib qui est loin devant, l'imatinib, le bosutinib et le nilotinib sont bien à droite de la courbe, donc ont une forte affinité pour ABL, et sont assez hauts, c'est-à-dire qu'il y a une forte disproportion, donc il y a beaucoup d'insuffisance cardiaque. La subtilité, c'est, on le verra
à la fin le sunitinib qui est, curieusement, qui a une grosse disproportion, mais une affinité qui n'est pas si importante que ça. Donc ils ont fait ça pour ABL phosphorylé, pour ABL2. Là encore, on retrouve des résultats similaires. Pour terminer, quels sont les principaux résultats de cette étude? Donc, sur une base de 141 000 déclarations malgré tout, il a été retrouvé 2% d'insuffisance cardiaque, avec comme principaux médicaments retrouvés certains inhibiteurs d'ABL et le sunitinib. Que tout cela concordait avec ce qui avait été décrit précédemment, c'est-à-dire que certains donnaient peu d'insuffisance cardiaque, l'erlotinib, le gefetinib, l'afatinib, ou même le ruxolitinib qui est un inhibiteur de JAK2, et que ceux qui étaient très suspectés l'étaient encore dans cette étude, avec, comme on l'a dit, les inhibiteurs utilisés pour bloquer ABL et sunitinib. Et donc ils sont fiers de dire que c'est la première fois qu'une étude combine la pharmacovigilance et la pharmacodynamie pour identifier une cible. Donc ABL, ils ont quand même essayé de comprendre pourquoi ABL donnait des insuffisances cardiaques, ou a l'air, par son inhibition, de donner des insuffisances cardiaques. Donc ABL, vous le connaissez très bien avec la leucémie myéloïde chronique, c'est une tyrosine kinase qui n'est pas un récepteur, donc qui est intracellulaire. ABL2 est très proche, donc ils sont souvent inhibés en même temps par homologie. Ils sont ciblés par un grand nombre de molécules. Et par exemple, le sunitinib qui n'est pas du tout designé et pas du tout utilisé pour inhiber ABL, donc qui n'est pas du tout utilisé dans la leucémie myéloïde chronique, et bien ils se disent que peut-être que l'affinité est trop faible pour pouvoir être active dans la leucémie myéloïde chronique, mais suffisamment forte pour induire une insuffisance cardiaque. Et les causes qui avaient déjà été décrites dans la littérature, c'était bien sûr le blocage d'une voie de survie. Par exemple, la leucémie myéloïde chronique, c'est une voie prépondérante. On la bloque, dans 90% des cas, la maladie disparaît. Enfin, de manière apparente. Ça engendrait une dysfonction mitochondriale et une dysfonction du réticulum endoplasmique. Alors, il y a une certaine logique, effectivement, c'est-à-dire que c'est une molécule, une enzyme qui est très présente dans les cellules myocardiques. Ensuite, le cœur, il faut savoir que vous le savez, c'est un organe qui est très vascularisé, on dit jusqu'à 20% du débit cardiaque, donc il va être très imprégné en médicaments, on n'aura pas le problème du cerveau. Et donc eux, ils ont décrit par l'activation en aval ou le blocage en aval de certaines protéines, une dysfonction au niveau de la mitochondrie, donc une grande carence en ATP pour un organe qui en a extrêmement besoin, le risque de dépolarisation de la mitochondrie, donc une voie intéressante pour entrer en apoptose, et puis une dysfonction au niveau du réticulum endoplasmique, il y aura une plus grande dégradation des protéines, et tout cela amènerait à la dysfonction de la cellule myocardique. Eux, ce qu'ils avancent, c'est que cette méthodologie, en fait, soit un élément supplémentaire dans nos techniques d'analyse des effets indésirables. Comme vous le savez aussi, les médicaments sont maintenant développés de plus en plus vite, et c'est une bonne nouvelle, surtout en oncologie. Mais par exemple, avec les essais de phase 2B, les autorisations par la FDA, par des données de phase 2 par exemple, font que maintenant les médicaments sont développés en moyenne en 6 ans, contrairement à il y a quelques années où c'était 10 ans. En plus, l'une des difficultés de ces essais, c'est qu'on n'a pas des patients qui ressemblent aux patients que nous croisons tous les jours, c'est-à-dire des patients qui sont très sélectionnés dans les études. Je vous apprends. C'est une autre méthode aussi pour essayer de trouver le fonctionnement intime de certains mécanismes, par exemple dans l'insuffisance cardiaque. Et en plus, actuellement, il y a de plus en plus de données qui sont récoltées de manière systématique dans les big data, et c'est des choses qui sont très bien maîtrisées par les informaticiens aujourd'hui. Donc ça permet d'avoir un essai pragmatique et qui, en plus, a la possibilité d'étudier plusieurs cibles en une fois. Pour résumer les forces de cette étude, donc la base de données est grande, l'odds ratio est relativement reproductible, les KD étaient issus d'une seule et même étude, donc il y a moins de risques de biais de mesure. Tout ça a été basé sur un rationnel dans la littérature. Et cette méthode va se surajouter, elle ne remplace pas un autre. C'est-à-dire que vous aurez toujours les études in vivo, in vitro
que vous avez, enfin in vitro, in vivo, pardon, que vous avez en préclinique, et vous aurez toujours les essais de phase 4. Ça peut se surajouter. Alors les limites, eh bien, ça vient aussi de la banque de données, c'est-à-dire que comme toute banque de données en pharmacovigilance, elle n'est pas exhaustive. Vous allez avoir certains effets indésirables qui seront très rapportés et d'autres presque pas, que ces données qui ne sont pas exhaustives, que selon la manière de remplir et selon la qualité de la base de pharmacovigilance, vous n'aurez pas les mêmes informations. Par exemple, dans l'OMS, les informations nécessaires sont peu nombreuses, contrairement par exemple à notre système français. Et parfois, il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'on va attribuer, on va décrire un effet indésirable, une étiologie d'un effet indésirable qui ne l'est pas. Ensuite, évidemment, l'odds ratio n'est pas un risque relatif. Et ensuite, il y a quand même 2 dogmes dans cette étude qui ici sont faux, détruisent tout. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule protéine kinase qui sera impliquée dans l'insuffisance cardiaque induite par les inhibiteurs de protéine kinase. Et que ça ne prend pas en compte aussi toutes les autres machineries cellulaires, hein, le protéasome, les canaux, par exemple, de voltage dépendant, etc. Puis ensuite, on avait ce sunitinib qui était un peu excentré de la courbe, qui eux expliquent par le fait que comme son affinité est faible, et eh bien, pour des questions de mesure, peut-être que c'est ça qui a fait décaler le point. Évidemment, comme vous le savez aussi, la critique est facile, mais l'art est difficile. Les quelques limites que je me suis permise d'avancer pour ma part, c'est le fait qu'il n'ait pas pris en compte la concentration plasmatique, c'est-à-dire que vous avez des patients qui ont été récupérés de ça, de là, et vous ne savez pas s'ils étaient surexposés, s'ils étaient sous-exposés. C'est quand même un point essentiel, c'est-à-dire que vous ne savez pas s'ils étaient observants même. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passait au niveau pharmacocinétique. Ensuite, il ne prenait pas en compte la durée, c'est-à-dire que vous pouviez avoir un patient qui ait 15-20 ans d'imatinib, on imagine facilement qu'il puisse avoir plus facilement une insuffisance cardiaque, contrairement à un patient qui aurait de l'erlotinib pendant 2 ans, par exemple. Ensuite, on ne doit pas oublier que le KD ou le PKD n'est pas forcément lié à l'insuffisance cardiaque, parce que, comme on l'a dit, il y a une question de diffusion tissulaire, et puis il y a une notion aussi cellulaire, c'est-à-dire que, par exemple, on a vu avec ABL, ça allait dans le bon sens, c'est-à-dire que si c'est très exprimé par la cellule cardiaque, on peut comprendre que la cellule se prive de cette voie-là, entraîne des conséquences importantes. Alors, je compte sur votre patience, mais je vous fais la conclusion de l'article et ensuite on aura une petite ouverture. Nous avons presque terminé. Donc, on se répète, hein. Donc, c'est la première étude qui s'intéresse à la disproportionnalité entre l'insuffisance cardiaque induite par les inhibiteurs de protéine kinase et la pharmacovigilance, qui utilise cette approche pharmacovigilance pharmacodynamie, que ce sont toujours les mêmes médicaments qu'on retrouve et déjà décrits dans la littérature, donc les inhibiteurs d'ABL et le sunitinib, et que ABL est quand même très suspect d'insuffisance cardiaque avec les données de l'étude, induite par inhibiteur de protéine kinase. Évidemment, c'est une étude qui va montrer une méthode qui complétera des méthodes déjà existantes. Et ce qu'on aimerait évidemment, c'est, avec les données d'affinité, prédire à la fois les subtilités d'efficacité selon les localisations et surtout prédire les effets indésirables qui pourraient être attribués aux médicaments. Donc vous l'avez compris, la sélectivité c'était un point essentiel pour les inhibiteurs de protéine kinase. Et la question qui se posait, c'est comment on fait pour les profanes comprendre est-ce que la molécule que je vais utiliser va déglinguer mon patient parce que ça touche tout, ou est-ce que ça va être très sélectif. Un des outils qui a été proposé, c'est l'entropie de sélectivité. C'est une traduction directement de l'anglais, hein. C'est pas les habitudes qu'il y a en pharmacologie en France. Mais l'idée, c'est que ça utilise le même concept que l'entropie dans, par exemple, la thermodynamique. Et si l'entropie est très élevée, il y a une interaction avec plein de molécules différentes. Et donc, on va avoir une molécule très sale qui va toucher plein d'enzymes différentes. Et le mieux, ce serait une entropie de sélectivité très faible. Et donc, une molécule qui toucherait finalement qu'une seule enzyme, et donc qui pourrait être nommée, bien sûr, tout ça c'est un idéal, une molécule spécifique. Et là, vous voyez par exemple sur le schéma au centre
que les molécules que nous avons à disposition ne se remarquent pas par leur capacité à être sélectives. Et un petit détail, cette entropie, elle dépend du nombre de kinases qu'on étudie. C'est-à-dire que si vous en étudiez 20, vous voyez par exemple à gauche, si vous en étudiez 20, bah forcément l'entropie sera plus faible. Il vaut mieux essayer d'avoir testé toutes les protéines kinases, évidemment. Petit exemple concret, vous voyez par exemple l'imatinib avec l'entropie à 1, c'est pas trop mal. Hein. Par exemple, le sunitinib, on est à 2,8. Hein. Ça touche beaucoup de choses. Et à côté de ça, vous avez par exemple le ruxolitinib, inhibiteur de JAK2, qui est à lui à 0,4, donc une assez bonne entropie. Et puis un petit détail, ce qui serait souhaitable pour le développement des médicaments, il faudrait, ça c'est plus en question d'ouverture, il faudrait que ce médicament puisse se concentrer facilement, qu'il puisse avoir une faible entropie. Vous voyez le cutoff 1, on est loin de ça. Hein. Évidemment c'est l'idéal. Hein. Et puis évidemment que ça se diffuse au plus endroit et que ça fasse l'effet qu'on souhaite. Je vous ai mis les données qui ont servi de base pour cette présentation et j'espère que ça vous aura ouvert un autre horizon, que saura peut-être retirer chez vous toutes les idées préconçues que vous aviez sur la pharmacologie. Et il faut bien vous dire que ce n'est pas une discipline fondamentale qui est réservée aux bibliothèques, c'est quelque chose de particulièrement moderne. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je sais que votre patience a été éprouvée, mais je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation? Oui. Une question. Par rapport aux molécules qu'on retrouve, les inhibiteurs d'ABL, Oui. dire qu'ils inhibent tous ABL, c'est en fait aussi dire qu'ils traitent un peu tous la même maladie. Et du coup, c'est vrai que je n'ai pas vu, je ne sais pas si ça a été fait, de voir si c'est pas en fait. Je pense parce que le sunitinib, c'est vrai que ça traite plutôt dans le rein, que le cancer du rein, c'est un facteur de d'insuffisance cardiaque, les gens qui sont insuffisants rénales régulièrement, etc. Je connais pas trop les conséquences de la réinsuffisance cardiaque, mais est-ce que ce serait pas le médicament et plus la maladie? C'est vrai que c'est une vraie question parce que quand on reprend l'étude, on voit qu'ils ne se sont pas intéressés aux antécédents des patients. C'est quand même un gros biais. Évidemment, les patients ne savent pas vraiment le terrain. Je suis d'accord avec toi. Hein. Le patient qui a un carcinome à cellules claires, c'est pas pareil que celui qui a une LMC. Évidemment, les médicaments qu'on utilise encore aujourd'hui, qui sont tout récents, même le PASO, c'est des médicaments qui n'ont pas encore assez imprégné la pharmacovigilance. Et ensuite, pour la LMC, quand même, c'est une maladie qui est quand même remarquable par la capacité qu'on a de la contrôler. C'est-à-dire qu'elle peut être vraiment indétectable, même avec les méthodes de séquençage les plus efficaces. Et il y a même décrit pour certains patients l'absence de rechute à 10 ans de l'arrêt de l'imatinib. Donc, est-ce que ce serait dû à la maladie? Peut-être, hein, d'autant plus quand... J'ai une petite piste de réponse. Quand tu regardes le spectre, en fait, le sorafenib et le sunitinib, ils ont été à peu près validés dans le cancer du rein à 1 mois d'intervalle. Et en fait, tu regardes le sorafenib, il est tout à gauche, alors que le sunitinib est à droite. Donc ça permet de se dire, c'est pas complètement incohérent. Le PASO aussi, il est quand même plus à gauche aussi. Donc c'est une hypothèse intéressante que tu formules de limitation, mais ça explique pas pourquoi le sorafenib et le pazopanib se retrouvent beaucoup à gauche. Ça répond. C'est une piste de réponse. Ça y est, c'est encore exploratoire en stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup Ok. Du coup, Paul, est-ce que tu voulais... Oui, déjà je voulais te remercier Valère parce que tu as très bien présenté un article qui est pas si simple, avec beaucoup de concepts nouveaux, enfin bon, pas forcément nouveaux, mais dont on n'a pas l'habitude forcément. Moi, ce que j'aimais bien dans cet article, c'est que déjà c'est un article de pharmacovigilance sexy, et c'est vrai que la pharmacovigilance en tant que clinicien, ça attire pas trop, mais on peut faire des belles choses avec la pharmacovigilance.
Faut pas avoir peur si vous avez des idées de toxicité à mettre en évidence, de cette histoire de rapport de disproportionnalité. Si vous avez des idées en tête, faut pas hésiter à les taper à leur porte. Ils sont très sympas. Ils peuvent faire ce genre de choses. Là, ce sont les vigilants de Toulouse, les Montastruc Père et Fils qui ont mis la main à la pâte. Mais dans tous vos hôpitaux, quasiment, vous avez des centres de pharmacovigilance où ils seraient très contents de regarder les cas d'insuffisance cardiaque ou d'autres toxicités pour faire les recherches qui vous intéressent. Un petit point sur le fait que ce n'est pas tout à fait la première étude qui utilisait cette méthodologie-là. Il y a une méthode un peu semblable qui avait été utilisée pour confirmer le rôle de ERG dans l'allongement du QT. ERG, c'est dans les canaux potassiques, et donc en fait l'inhibition de ERG favorise l'allongement du QT, donc le risque de torsade de pointe. Et donc ils avaient mis en évidence, c'était un article de 2011 des cardio qui avait mis en évidence, en utilisant le même risque de disproportionnalité, le fait qu'on pouvait faire un lien entre ce qui se passait in vitro et l'inhibition de ERG in vitro, et le fait qu'on ait des risques de torsade de pointe ou de mort subite. Donc ça, c'est un point intéressant. Après, ils avaient déjà le truc en tête, donc ils ne sont pas arrivés devant un panel de jeunes qu'ils essaient de mettre en évidence. C'est la petite nuance. Donc il y a quand même un aspect novateur de ce côté-là qui est intéressant. Il y a des petites choses qu'il faut dire aussi sur l'article. Par exemple, ils mettent l'afatinib au milieu du reste de la troupe. C'est un peu bizarre, sachant que l'afatinib, il se lie de manière covalente, contrairement aux autres. Donc quand on a quelque chose qui se lie de manière covalente, quelle est la pertinence de mesurer des KD derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? Le KD, c'est une constante de dissociation, donc en gros c'est la quantité de molécules qui sera liée à la cible. À partir du moment où ça se lie de manière covalente, ça n'a plus trop de sens de parler de KD. Ça, c'est un petit commentaire là-dessus. Un autre point qui peut être intéressant, c'est qu'on voit par exemple le lapatinib qui cite quand même HER2. Bon, HER2, on connaît bien la tox cardio de l'inhibition d'HER2. Et c'est assez étonnant de le retrouver complètement à gauche quand on regarde la méthodologie. Mais en fait, quand on y réfléchit, il y a deux possibilités pour expliquer ça. Ou bien c'est parce que quand on utilise le lapatinib, on sait que ça fait comme le trastuzumab, donc ça risque de faire des insuffisances cardiaques, donc on fait des échographies à tout le monde et donc on prévient. Donc peut-être qu'on prévient efficacement dans le cadre du lapatinib, alors que dans le cadre de l'imatinib, on ne fait pas l'échographie systématique avant de traiter les patients. Donc ça c'est un point intéressant avec le lapatinib. Il est aussi possible que du fait que ce soit quelque chose qu'on attend, on ne le reporte pas. Exactement. Il y a un biais de report qui est important aussi, ça c'est une des limitations de l'utilisation des risques de disproportionnalité, c'est que dans le report dans les bases de pharmacovigilance, on a tendance à moins reporter des choses qu'on attend. Et c'est vrai que du coup, les inhibiteurs d'ABL, les médicaments de la LMC, on s'attend moins à ce qu'ils fassent des insuffisances cardiaques. Même le sunitinib, c'est quand même quelque chose qui est connu, le fait que ça donne des insuffisances cardiaques. Et donc c'est un point important à prendre en compte là-dedans. Un autre point qui n'a pas été abordé par les auteurs et qui est important, c'est la temporalité. C'est-à-dire que les inhibiteurs de VEGFR, donc les anti-angiogéniques en général, ils augmentent la tension artérielle, donc ils favorisent des décompensations cardiaques, donc ils devraient tous, à minima, se retrouver là-dedans. Et en fait, il doit y avoir, donc c'est ce que je disais, au début c'était un peu moins connu, donc il est possible que une molécule comme le sunitinib, contrairement au pasotanique qui arrivait un peu après, il y a eu un biais de report initial. Donc ce serait intéressant en fait dans leurs données de voir combien il y a de cas d'insuffisance cardiaque qui étaient reportés dans la jeunesse du sunitinib versus maintenant. Ça permettrait d'avoir en fait une idée du biais de report là-dessus. Bon, après, tu en as parlé du fait que la concentration était un point important de ces molécules et par rapport au KD, puisque ce qui est intéressant, c'est au niveau de la cible, le KD divisé par la concentration à l'endroit de la cible.
On peut l'approximer par la concentration plasmatique, c'est une approximation grossière, puisque ça dépend de la distribution de la molécule. On peut supposer que ça va se répartir de manière homogène, mais c'est une approximation qui est un peu rapide. Par exemple, dans le syndrome main-pied, il a été évoqué que ce soit le fait que les molécules qui donnent des syndromes main-pied passent beaucoup dans la transpiration. Donc on a une toxicité à cet endroit-là parce que la molécule est beaucoup là en fait. Donc tu l'as un peu évoqué de cette manière-là. Et mon propos c'est de dire qu'en fait ils auraient pu utiliser un ratio entre la constante d'inhibition et les concentrations plasmatiques moyennes qu'on a habituellement chez ces patients. Et en fait, on peut les trouver, ces concentrations moyennes. C'est pas très... Tu les as trouvées. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si tu voulais te servir des slides après, oui, bon, on va en discuter un petit peu après. Une autre alternative, moi donc, je t'ai collé ça dans une de tes slides, donc tu peux mettre la slide d'après maintenant. Ouais. Une autre, celle d'après. Ouais. Une autre alternative, plutôt que de faire le ratio entre le KD et ce qui serait la concentration du patient, donc, ou une concentration moyenne sur une population de patients qui permettrait d'approximer ça. On peut utiliser par exemple une référence. Là, c'est en fait les différences anti-angiogéniques. Et si par exemple on suppose que les anti-angiogéniques sont censés cibler VEGFR2, qui est une des cibles principales pertinentes dans l'angiogénèse, on peut faire le ratio entre le KD du VEGFR2 avec les autres KD. Et ça donne un peu ce genre de choses en fait. Alors là, ça a été grossi de manière logarithmique. En fait, là, par exemple, dans le Vandetanib, le GFR, il est 100 fois plus, le KD est 100 fois plus, le PKD est il y a un facteur 100, pardon. Donc on inhibe 100 fois plus le GFR que VEGFR2. Donc en fait, c'est marrant de se dire que le Vandetanib est vendu comme un anti-angiogénique, alors que en fait, ça inhibe avant tout le GFR. Et on peut refaire ce genre de raisonnement sur beaucoup d'autres choses. Et c'est intéressant de voir le spectre du cabozantinib, par exemple, qui semble être un des inhibiteurs de protéine kinase qui a l'air peut-être même de supplanter le sunitinib dans le cancer du rein. Et ben en fait, il est beaucoup plus sélectif de VEGFR2, qui est la cible, comme vous le savez, avec Van Hippel-Lindau et toutes les anomalies qu'on retrouve dans les cancers du rein à cellules nucléaires. Et donc ça pourrait expliquer pourquoi le cabozantinib supplante les autres. Alors que les autres ont l'air beaucoup plus dirty à vue de nez, surtout avec ce tableau-là. Si on mettait d'autres KD dans la colonne du cabozantinib, on aurait MET par exemple qui serait un tout petit peu plus gros que les petits points qu'on a là, mais à peine. Alors que c'est censé être une des cibles majeures, mais c'est beaucoup moins inhibé que le GFR2. Donc c'est vraiment un inhibiteur protéine kinase qui est très spécifique de GFR2. Alors que le Vandetanib, on peut vraiment se poser la question de savoir si c'est un anti-angiogénique quand on voit ça, parce que c'est très dirty. Ouais. D'ailleurs, quand on regarde la structure chimique du Vandetanib, en fait, sa classification chimique, il y a un cycle kinylo-aniline qui en fait on retrouve dans l'erlotinib, le lapatinib, le gefitinib. Il y a des analogies structurelles avec tous les inhibiteurs de GFR. Donc, finalement, quand on regarde la structure de ces choses-là, on n'est pas très sûr. Voilà, je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Mais encore merci pour cette présentation, c'était super. Non, mais en plus je trouve que c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est, bien sûr avec toutes les réserves qu'on doit tenir, que ça commence à faire le pont en fait entre la pharmacodynamie et la clinique. Ouais. Et se dire par exemple, je suis très grossier, mais j'ai tel profil de tumeur, l'inhibiteur qui serait le plus adapté serait celui-ci. On est très loin de ça. Hein. Mais je trouve que c'était ça aussi un des côtés assez innovants. Merci encore. Merci Adrien. Du coup, on va pouvoir passer aux articles qui sont commentés par Benoît Rousseau. Donc il y a Baptiste et Julien qui vont présenter chacun un article. Donc Baptiste, tu veux commencer Je suis pas sûr. Merci. C'est la réponse. Je peux tout construire. Ok, donc moi je m'appelle Baptiste, je vais vous présenter donc, un article qui a été proposé par Benoît Rousseau, qui est un article sur
la pharmacocinétique du bevacizumab. C'est un article qui est sorti en 2016 dans la revue Clinical Pharmacokinetics. C'est une étude ancillaire observationnelle prospective multicentrique française, donc qui traite de bevacizumab dans le cancer colorectal métastatique. Donc un petit rappel déjà sur le bevacizumab, donc c'est un anticorps monoclonal humanisé de type IgG1 qui se lie au VEGF et il inhibe la lésion du VEGF à ses récepteurs, donc le VEGFR1 et VEGFR2 dont je viens de parler dans la discussion juste avant, et c'est un anticorps monoclonal qui a des indications dans de nombreuses localisations. Donc ce qui nous intéresse, c'est le côlon et le rectum métastatique dans cet article, mais aussi dans toutes ces autres indications, on va voir dans les diapos suivantes. Et ce qui est un peu plus anecdotique, c'est le sein métastatique, c'est un peu moins fait maintenant. Donc là, c'est une figure que j'ai trouvée donc, sur la nouvelle Bacillès pour les internes pour travailler là, avec la réforme. Je fais de la pub aussi. C'est sur l'impact du bevacizumab sur la PFS dans les différentes localisations. Donc on voit donc il y a du poumon, 2 études, du cancer colorectal en première ligne, 2 études, du cancer colorectal deuxième ligne, 1 étude, du sein et du rein. Et on voit que c'est significatif dans toutes ces localisations, la plupart du temps sur la chimiothérapie plus du bevacizumab, et l'exception c'est le rein. Là c'était une étude avec en association avec l'interféron. Donc ça c'était sur la PFS, et donc par rapport à la survie globale, donc l'OS, c'est un petit peu différent, et on voit que là où c'est significatif, et c'est là que c'est intéressant pour la suite de la présentation, c'est que c'est surtout dans le cancer colorectal, à la fois en première ligne et en deuxième ligne, et aussi tout à gauche pour le poumon, mais pour ce qui est rein, sein, et dans le poumon, la deuxième étude, c'était non significatif. Enfin, non étudié, pardon. Donc, dans cette étude, le contexte un peu est donné de la littérature. Donc, ce qui est mis en évidence pour servir un peu de support à cette étude, c'est dans le cadre du cancer du rein métastatique, on observe une augmentation de la PFS en utilisant du bevacizumab à une dose plus forte, c'est-à-dire 10 mg kg versus 3 mg kg. Dans le cancer colorectal métastatique, on observe une augmentation de la survie globale corrélée au nombre cumulé total de bevacizumab après progression, et toujours dans le cancer colorectal métastatique, une augmentation de la survie globale corrélée à la poursuite du bevacizumab après progression sous première ligne avec du bevacizumab. Donc ça, c'est voilà, pour poser un peu le contexte de ce qu'on sait déjà sur le bevacizumab. Et les questions qu'on a envie de se poser et qui vont servir un peu de support avec pour cet article, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de biomarqueur prédictif de la réponse au bevacizumab. Et les questions qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que l'étude des concentrations observées de bevacizumab est associée au pronostic des patients, et ce que ça sous-entend ensuite, c'est si c'est le cas, est-ce qu'il serait intéressant d'étudier et de créer des protocoles d'adaptation de dose pour le bevacizumab pour essayer d'adapter les doses pour que les patients ne soient pas sous-exposés ni surexposés, et que ça ait un bénéfice, qu'on puisse leur faire bénéficier ces adaptations de doses. Donc là, cette étude, l'objectif, un peu plus concrètement, c'était quantifier l'influence des sources individuelles de variabilité et évaluer l'influence des concentrations de bevacizumab sur les résultats cliniques chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique. Donc c'était en survie globale et en survie sans progression. Donc pour cette étude, on va voir un peu ce qui a été fait. Sachant que c'est une étude ancillaire, il est de bon ton de rappeler que l'étude principale elle avait été conçue pour évaluer l'utilité de l'échographie avec injection de produits de contraste pour prédire la réponse au traitement par chimio plus BEVA. Donc classiquement, là, je vous ai mis un petit peu les données d'inclusion, donc il n'y avait rien d'exceptionnel. Et par contre, ce qui est un petit peu plus important, vu que c'est une étude de pharmacocinétique, c'est comment a-t-on dosé le bevacizumab. Donc là, on a fait une frise temporelle avec les injections de bevacizumab. Donc on a dosé avant, puis des résiduels avant le C1, juste après C1, puis le résiduel avant C2, avant C3, et un résiduel à 2 mois. Donc c'était un dosage qui était centralisé, c'est une étude française, c'était fait, il me semble, à Tours. Donc pour la suite, ça marche plus. Voilà. Donc pour la suite, on s'est intéressé à d'autres dosages dans cette étude qui ont été faits avant la première injection de bevacizumab. C'était un dosage du VEGF, un dosage de la CE
qui était lui non pas centralisé mais fait selon la pratique usuelle donc dans les différents centres, et un génotypage du récepteur des immunoglobulines, donc c'était le gène FZGRT qui était lui centralisé, et on va voir pourquoi on s'est intéressé au génotypage de ce récepteur, parce qu'on va voir qu'il y a des polymorphismes et que ces polymorphismes auraient des conséquences sur la façon dont fonctionnent les immunoglobulines, enfin, l'efficacité des immunoglobulines chez ces personnes en fonction du polymorphisme. Alors, sur le plan analyse de survie, le critère du moment principal c'était l'OS, première injection plus que décès toutes causes confondues, et le critère de jugement secondaire, la PFS, donc progression ou décès toutes causes confondues. Donc il a été intéressant donc ce qu'on a utilisé, c'est une analyse covariée avec en repérant tous les facteurs individuels qui pouvaient avoir une influence potentielle sur la pharmacocinétique du bevacizumab. Il y avait deux types de covariables, des covariables binaires et des covariables continues. Donc les binaires c'était le sexe homme-femme, l'absence ou présence de métal extra-hépatique, le polymorphisme du récepteur à l'IgG, sachant qu'en fait, pourquoi 3-3 en fait, on était 3-3 s'il y avait 3 répétitions au niveau du promoteur du gène de façon homozygote, et les autres c'était 3-4 ou 2-3. C'était ce polymorphisme-là versus deux autres polymorphismes qui étaient des polymorphismes du coup, qui étaient hétérozygotes. Les covariables continues, le poids, la taille, la surface corporelle, la concentration de VEGF et la concentration d'ACE. Donc, ce qui a été fait, c'est que à chaque fois, la pharmacocinétique du bevacizumab, elle a été utilisée et comparée à l'OS et à la PFS pour chaque temps d'échantillonnage comme paramètre pharmacocinétique. Et en fonction de ces paramètres pharmacocinétiques, ils ont été dichotomisés en fonction de la valeur médiane. Et dès qu'on était inférieur ou égal à la médiane, ça a été considéré comme référence. Donc les résultats pharmacocinétiques, on va voir qu'ils ont utilisé un modèle pharmacocinétique particulier, et qui est un modèle relativement classique. Donc en tout, il y avait 486 concentrations sériques de bevacizumab, ce qui fait une moyenne de 4 concentrations par patient, sachant que j'ai oublié de le préciser, mais dans cette étude, il y avait environ 130 patients. Et ce qu'ils ont étudié, c'est qu'ils ont mis en évidence que pour le bevacizumab, les concentrations elles étaient mieux décrites avec un modèle à 2 compartiments. Donc ce modèle à 2 compartiments, c'est le schéma qu'on a expliqué qui est ici. Et ils l'ont modélisé en observant du coup certaines constantes. Donc un volume des distributions qui correspond donc au volume sanguin, 4,6 litres, et des constantes de dissociation, d'élimination et de transfert. Donc K10 c'est la constante d'élimination. K12 ou K21, c'est les constantes de transfert entre les 2 compartiments, qui sont 2 compartiments virtuels. Donc le premier compartiment, c'est le volume sanguin, le premier compartiment virtuel, et le deuxième compartiment virtuel, c'est la tumeur, dans ce modèle. Donc ça, c'est donc une figure qu'on retrouve dans l'étude qui sert surtout à montrer, qui a permis de valider le modèle en fonction, donc c'est les paramètres pharmacocinétiques individuels en fonction des différentes covariables auxquelles on s'intéresse, donc la taille, le polymorphisme VNTR, donc on voit bien le 3-3 homozygote ou 2-3 ou 3-4, donc de manière binaire, en fonction du volume de distribution, et le taux d'ACE, le taux de VEGF, la présence ou l'absence de métastases hépatiques par rapport à la constante d'élimination, qui est K10. Donc les résultats pharmacocinétiques montrent que ces différentes covariables auxquelles on s'intéresse, c'est significatif pour le volume de distribution au niveau de la taille et au niveau du polymorphisme génétique, et pour la constante d'élimination, c'est significatif pour la concentration d'ACE, la concentration de VEGF et la présence ou l'absence de métastases extra-hépatiques. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Un peu plus illustré avec les différents chiffres. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est ça sont des concentrations observées de résiduels de bevacizumab.
Donc c'est ce qu'on voit en ordonnée, et en abscisse, c'est les différentes covariables auxquelles on s'intéresse. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les données qu'on a récupérées, qu'ils ont récupérées, de concentration résiduelle de bevacizumab, on voit que c'est extrêmement disparate. Donc il y a une très grande variabilité, c'est-à-dire que pour un patient qui fait la même taille, prenons 1m70, chez certains patients, ils ont un résiduel entre 30 et 50, et d'autres, ils ont un résiduel entre 130 et 150 mg par litre. Donc pour un même patient, il y a une grande variabilité, et on voit que la corrélation, elle est loin d'être parfaite. Donc, quand on reprend toutes ces données pharmacocinétiques qu'on vient de voir qui ont servi à valider le modèle, maintenant on va s'intéresser plutôt aux données de survie. Donc là, c'est en haut la courbe en survie globale, en haut à gauche, et en haut à droite la courbe de survie sans progression de ces patients qui étaient en première ligne de traitement, on rappelle, par chimiothérapie plus bevacizumab dans des cancers colorectals métastatiques. Et ce qu'il a été intéressant de voir, c'est qu'ils ont utilisé du coup les données qu'ils avaient recueillies, ils ont dichotomisé en deux parties, et il y a les patients qui avaient une concentration résiduelle inférieure à 15,5 mg par litre, et les patients qui avaient une concentration résiduelle supérieure à 15,5 mg par litre, et on voit une grande différence sur les données à la fois en survie globale et en PFS. Donc, on voit que les patients qui avaient une concentration résiduelle inférieure à 15,5 mg par litre, ils avaient une survie globale qui était de 17,3 mois, et par contre ceux qui avaient une concentration résiduelle de bevacizumab supérieure à 15,5 mg par litre avaient une survie globale à 33,9 mois. Donc des chiffres qui sont quand même importants, et qui sont à peu près du même acabit pour la survie sans progression. Donc si on reprend toutes ces données qu'on avait, toutes ces analyses à la fois en univarié et en multivarié, ce qu'on voit, c'est que ce qui était le plus significatif en univarié, c'était bien sûr cette fameuse concentration résiduelle, et en multivarié, il n'y a que deux choses qui ressortent significatives. C'est pour la survie globale, là on est dans le contexte de la survie globale, c'est le taux d'ACE et la concentration résiduelle inférieure à 15,5. Quand on prend la PFS, on retrouve non plus la concentration d'ACE, mais par contre le taux de VEGF de ces patients. Donc ce qu'on sait, c'est que l'ACE, il est très lié à la charge tumorale. Par contre, lui, le VEGF, c'est la cible du médicament. Et on retrouve, bien entendu, la concentration résiduelle inférieure à 15,5 mg par litre. Donc, la conclusion et ce dont on peut discuter dans cette étude, c'est qu'il existe une grande variabilité interindividuelle d'exposition au bevacizumab, qui peut être expliquée par les différents paramètres qu'on a vus, la variation de la taille des patients, la variation de concentration de l'EGF, la variation de concentration de la CE chez les patients, la présence ou l'absence de méta-extrahépatique, et le fameux polymorphisme génétique du gène codant pour les récepteurs aux immunoglobulines de type des IgG. Donc cette étude, elle montre qu'il existe un seuil d'efficacité du bevacizumab, qu'il faudra confirmer bien entendu dans des études prospectives, mais ce qu'on ne peut pas affirmer, c'est que chez ces patients qui avaient des résiduels qui étaient inférieurs à 15,5 mg par litre, c'est si on augmente les doses, si on les surexpose, si on les expose d'une meilleure manière au bevacizumab, est-ce que ça va corriger le pronostic? Pour ça, il faudrait faire une étude randomisée comparative du type patient avec un cancer colorectal métastatique en première ligne, il reçoit une chimiothérapie avec bevacizumab, on mesure le résiduel du bevacizumab, le résiduel est supérieur à 15,5, il continue aux mêmes doses, le résiduel est inférieur à 15,5, et là on randomise dans deux groupes, je ne touche pas les doses ou j'augmente les doses selon un protocole adapté pour essayer de l'exposer à des concentrations supérieures à 15,5 mg par litre et de comparer en survie globale et en survie sans progression ces patients avec adaptation de dose. Donc les points clés de cette étude, c'est la première étude qui montre un lien entre la concentration de VEGF et la charge tumorale sur la pharmacocinétique du bevacizumab, et c'est aussi une des premières études montrant un lien entre la concentration de bevacizumab et la PFS, l'OS et la survie globale dans le cancer colorectal métastatique. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Juste moi, j'ai une petite question. Du coup, là, ce qui a été montré dans cette étude, ça donne envie même de le transposer aux autres molécules qui ont montré aussi une plus grande efficacité en général que le bevacizumab, comme le trastuzumab, le pertuzumab. Les autres anticorps monoclonaux, c'est vrai que c'est un modèle que si ça marche, c'est un concept qu'on a envie de transposer à beaucoup d'autres molécules, c'est pas anticorps monoclonaux. Je peux intervenir là-dessus. Benoît, je suis désolé que tu arrives en retard. Alors, il y a déjà des données avec le cetuximab de la même équipe qui montrent exactement les mêmes résultats. C'est-à-dire que chez les patients race sauvage, on observe un effet dose aussi. Et ce qui est très intéressant aussi, chez les patients race mutée, les anti-EGFR à très forte exposition ont une efficacité, en fait, quand ils sont très bien exposés. Et alors, ça, c'est pour la cancérologie. Pour l'herceptine, on n'a pas de données à ma connaissance. Par contre, c'est déjà des choses qui sont utilisées avec d'autres médicaments, en particulier en rhumatologie. C'est-à-dire qu'avec l'infliximab dans les maladies en fait, rhumatismales, c'est aussi utilisé dans les MICI. Et donc maintenant, on adapte les doses d'anticorps en fonction des résiduels des anticorps. Alors, il y a une grosse différence, c'est que ces anticorps-là, ils sont utilisés depuis longtemps. Ils sont à 1/3 murin, donc ils sont dégradés au bout d'un moment parce qu'ils sont reconnus comme non humains. Et résultat, la clairance s'est augmentée avec le temps. Donc un point avec le bevacizumab, c'est qu'il y a 10% qui est pas humain en fait, pour cet anticorps. Néanmoins, il n'y a pas l'air d'avoir des anticorps anti-bevacizumab qui se mettent en place. Donc ça n'explique pas complètement le problème. Donc effectivement, c'est des choses qui mériteraient d'être explorées. Il y a certaines boîtes qui sont en retard par rapport au bevacizumab. Donc, par exemple, le ramucimab qui a essayé de développer des techniques de dosage justement pour essayer d'optimiser les doses avec des schémas d'administration plus rapprochés ou alors des doses plus importantes et qui montrent qu'effectivement il y a un impact dans des pathologies digestives comme le cancer d'estomac par exemple. Il y a une phase 2 qui vient d'être communiquée à l'ASCO GI là, il y a un mois sur le sujet. Le problème, pour terminer là-dessus, c'est que l'étude dont on a parlé, on a proposé 5 fois, 10 fois à l'industrie, et ça ne les a jamais intéressés. Ça va faire vraiment de... Alors il y a ça, déjà, parce qu'en fait, pour eux, le risque, c'est que potentiellement, on démontre que finalement, il y a des malades qui restent toujours sous-exposés, et en fait, on arrête de le prescrire, premièrement. Deuxièmement, ils ont pas envie qu'on touche beaucoup à une molécule qui est en fin de brevet et en fait, pour lequel il va y avoir un biosimilaire très rapidement. Donc ils pensent que le biosimilaire va prendre le pas derrière. Donc c'est pas une priorité pour eux. Et puis je sais que l'équipe de Cochin ici a aussi fait des dosages de nivolumab et d'immunothérapie avec des résultats qui sont dans le cancer bronchique peut-être un peu dans le même sens, à confirmer sur une cohorte plus grande, mais en tout cas c'est des choses qui ont l'air d'être un peu systématiques, quel que soit le type d'anticorps monoclonal. Voilà. Et sur les photos des toxicités, on arrive à corréler ça avec les corrélations, c'est plus compliqué, plus compliqué d'observer la toxicité en fonction des concentrations. Alors il y a un problème avec les anticorps monoclonaux, c'est que souvent on n'a pas de seuil maximal de toxicité. En fait, souvent, dans les essais de phase 1, ce qu'on choisit, c'est en gros un seuil biologique d'inhibition de la cible que tu souhaites. C'est-à-dire que tu ne prends pas la dose maximale tolérée. Il n'y a parfois pas de dose maximale tolérée avec les anticorps monoclonaux. Et de toute façon, au bout d'un moment, le mécanisme en fait, d'élimination des anticorps, il est particulier. C'est-à-dire qu'il n'est pas éliminé par le rein, il n'est pas éliminé par le foie, il est éliminé par le système réticulo-endothélial. Et au bout d'un moment, il est saturé. Et donc, tout le surplus est éliminé super vite en quelques heures. Par contre, le reste qui arrive à être pris en charge a une demi-vie qui est très très prolongée de 21 jours. D'accord ? Donc de toute façon, même si on monte les doses, si les anticorps ne sont pas protégés de la dégradation par le système réticulo-endothélial, il est complètement dégradé très vite. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire ces études, pour montrer que c'est un intérêt de continuer de monter les doses pour essayer de les adapter. Ça se trouve, ça n'en a pas. Ça a l'air d'être très dépendant de la cible qu'on a aussi, puisque c'est vrai que quand on regarde les anticorps, les anti-PD1, ils ont été jusqu'à 20 mg kilo dans les essais de phase 1, et c'est pareil, ils n'avaient aucune, comme tu le disais, ils n'avaient aucun effet, ils n'avaient aucune, enfin ils n'avaient pas de dose de toxicité limitante. Par contre, dans les pieds pulmonaires, je crois qu'il démontrait qu'il y avait plus de toxicité en fonction en augmentant la dose. Ouais, c'est possible qu'avec l'IPI, il y ait un peu plus d'intérêt. Mais à partir du moment où tu peux mettre quasiment autant de drogue que tu veux et tu n'augmentes pas ta toxicité, tu peux
inversement, de se demander à quoi ça sert de doser quelque chose que de toute façon tu as déjà saturé complètement. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose le cétuximab et les anti-PD1, où le cétuximab, effectivement, on peut encore monter les doses. On sait que si on blinde le patient de cétux, il aura forcément l'acné. Alors qu'avec le Pambro, on peut aller jusqu'à 20 mg kg, c'est pas grave. Après, il y a des patients qui ne développent pas d'acné sous cétuximab, et juste c'est intéressant de les doser pour voir quelle est leur exposition, parce que justement, il semble y avoir une corrélation entre l'acné et l'exposition à un médicament, et surtout l'efficacité. La différence du bevacizumab, c'est un anticorps qui est particulier, c'est-à-dire qu'il cible une protéine soluble. Donc déjà de base, c'est pas forcément hyper corrélé à la masse tumorale, et pourtant ça semble un peu dans les paramètres de pharmacocinétique. Les autres anticorps monoclonaux que vous avez dans la pharmacopée antitumorale, ce sont que des cibles membranaires quasiment. Et pour le coup, la seule tumorale le capte, elle l'internalise et elle le dégrade en plus. Donc là, il y a un élément pharmacocinétique supplémentaire pour ces anticorps-là. Le bevacizumab, il ne faut pas oublier que c'est l'anticorps qui a été le plus prescrit et la plus grosse charge en termes de dépenses de santé dans les hôpitaux. C'est même au-delà de l'immunothérapie. Donc c'est énorme, et on le prescrit actuellement à tout le monde sans vraiment de distinguo. À première ligne, deuxième ligne, on continue le blocage. Donc c'est extrêmement cher pour un bénéfice qui finalement est certes en survie, mais probablement réservé qu'à une frange de la population. Donc je pense que c'est une étude qui est intéressante parce que c'est une des premières études qui montre potentiellement presque un biomarqueur prédictif d'efficacité qui est simplement de dosage. Les dosages sont faits par des techniques de ELISA, c'est hyper simple. C'est fait, hop, on prend, on a le résultat la semaine d'après, quoi. La seule difficulté, c'est effectivement prouver que ça a un impact après de modifier les doses sur le long terme. Et ça, même les essais académiques, ça reste compliqué de trouver un financement pour ça. J'ai une petite question pour toi. À ton avis, est-ce que ce serait aussi efficace de monter les doses si tu n'étais pas toxique, par exemple de monter les doses jusqu'à l'hypertension artérielle, ou comme dans le cétuximab, monter les doses jusqu'à avoir le rage cutané? Est-ce que tu penses qu'avec on est plus précis en faisant ça, en faisant un dosage de la résiduelle, ou est-ce qu'à ton avis, en utilisant la clinique, on pourrait faire aussi bien? On pourrait probablement alors c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, par exemple, si tu es sur du grade 1, tu as envie de monter la dose facilement. Si tu es sur du grade 2, tu vas te dire que tu ne sais pas trop si tu vas te retrouver sur du grade 3, sur du grade 4. Et après, comme on n'a pas d'ABAC pour augmenter les doses, là, typiquement, de bevacizumab, la seule solution pour la plupart des malades, c'est de doubler la dose. On a les données, en colorectal, il y a eu les études à 5 mg kg qui ont été faites et à 10 mg kg qui ont été faites. La tolérance est relativement similaire. Donc, je ne suis même pas sûr qu'en se basant sur l'hypertension artérielle ou sur des paramètres très cliniques, en plus, il y a des patients, ils vont plutôt faire la protéinurie, des malades qui vont plutôt faire c'est trop, il y a trop d'effets indésirables différents à prendre en compte pour pouvoir. Alors que si on a un seuil vraiment à 15, c'est quand même pas compliqué, quoi. Hein, c'est un truc, il est en dessous, je monte la dose, quoi. Point. Au moins, c'est opposable. Alors que sur la toxicité, tu vas demander à ton voisin, il va pas grader de la même façon que toi. Oui, mais une hypertension artérielle, par exemple. Oui, je suis d'accord. Mais ça dépend si le malade est stressé, si machin, il y a trop de variabilité. Ouais. Je serais plus tenté d'adapter sur la concentration, au moins d'avoir ce côté un peu béton, parce que si j'ai derrière un AVC, au moins j'ai dit vous étiez sous-exposé, ça tue l'AVC, vous n'avez aucun rapport. Enfin, tu vois, c'est peut-être médico-légal, bête et méchant, même sur le plan conceptuel, je serais plus rassuré d'augmenter les doses sur les concentrations. C'est chez les patients qui seront justement pas aux concentrations cibles que pour moi le plus intéressant serait une combinaison des deux. Donc on s'arrêterait à deux fois l'un des deux objectifs. Bien sûr, si tu as une toxicité déjà alors que tu es sous-exposé, c'est des gens qu'on peut laisser tomber complètement. Tu laisses complètement tomber le médicament. Oui, vous avez fait des corrélations entre la concentration et la toxicité. Parce que là on a concentration-efficacité, mais si la toxicité est limitante, c'est la toxicité qui est limitante en argent des phage, ça va probablement faire monter les doses. Est-ce qu'il y a des études qui ont montré des corrélations? Alors avec les anticorps monoclonaux, il n'y a pas toujours une corrélation super forte entre la pharmacocinétique, en tout cas les concentrations résiduelles, et la toxicité.
il faut plus des AUC, c'est-à-dire il faut plusieurs points. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le papier, ils ont validé en fait un modèle pharmacocinétique de population de bevacizumab. C'est-à-dire que tu peux faire ton dosage n'importe quand, n'importe comment, ensuite tu es capable de prédire quelle va être l'exposition du malade dans le temps. C'est ça l'intérêt de leur truc, même si ça paraît bizarre de l'avoir mis au début de ce papier qui est plutôt avec un côté pronostic. Donc ensuite, tu peux, à partir de ton modèle, dire bah voilà, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça pour avoir la bonne concentration. Néanmoins, ils n'ont pas fait l'étude à l'intérieur ici, on n'a pas le rapport des toxicités qui est donné en fonction des concentrations, ça c'est effectivement un point. L'autre chose, c'est que il va y avoir des grosses variabilités de toxicité qui sont liées aux patients et pas uniquement à la concentration du médicament. Par exemple, un malade qui va avoir, je sais pas moi, un 3e secteur, il va être hypotendu de base. On ne sait pas quelle va être la concentration du médicament, tu vois, il pourra parfaitement pas faire d'hypertension artérielle alors qu'en fait il est correctement exposé. Donc c'est pas si évident que ça. Avec les TKI c'est bien montré, mais parce que ce sont des petites molécules chimiques avec les anticorps, c'est pas tout à fait pareil. Il suffit que tu sois très cardiopathe, tu vas faire l'HTA et l'infarctus pour un rien, alors que pour les autres malades, ça va pas être le cas. Donc je suis pas sûr qu'il y ait une corrélation si forte que ça, mais ça reste à démontrer. Oui. Alors, c'est du coup plus. C'est une question qui est plus liée à l'étude. On disait 15 en résiduel. Et je voulais savoir si le 15. J'avais l'impression que le 15 sortait juste du fait que c'était une médiane dans l'étude. Oui, bien sûr, c'est la médiane. Et je trouve que ce qui est même dans cette étude, c'est une courbe en fait de. Pas forcément dichotomique, mais à quelque chose de. Le mot m'échappe. De continu. L'effet, enfin la survie en fonction de la résiduelle. Avec vraiment une courbe avec deux axes. Moi, c'est vrai que je suis un peu revenu. C'est vrai que dans les concepts de pharmaco qu'on vous donne à la fac, souvent il y a l'espèce de jolie courbe. Le joli courbe qui dit là c'est l'efficacité, là c'est la toxicité. Et en fait, en pratique, ma pratique quotidienne de dosage du médicament, j'ai pas l'impression qu'on puisse avoir une espèce d'intervalle dans lequel on peut être sûr de la bonne exposition du patient sans toxicité. C'est même en général pas vrai en fait en cancérologie, de façon générale. Et donc je trouve que de passer à un concept d'un seuil limite sous lequel il y a une efficacité qui est moindre, c'est plus logique. Et en fait, moi ça me convient mieux en disant mon seuil cible c'est temps. Parce que de toute façon, il y a des malades qui sont à 120-130 de concentration de médicaments et pourtant ils n'ont pas fait le PRES syndrome. Donc, surtout sur des médicaments qui ont une élimination très particulière comme cela, à très longue demi-vie. On doit pouvoir trouver, la courbe n'est pas du tout forcément linéaire ou même bimodale, il peut y avoir vraiment un seuil où on voit qu'à partir de temps de résiduel, on a beaucoup plus d'efficacité ou au contraire beaucoup plus de toxicité qui apparaissent. C'est peut-être aussi dépendant de la quantité de cibles, parce que effectivement il y a le VEGF. Le problème c'est que le VEGF c'est très peu reproductible d'une étude à l'autre. Et qu'on ne peut pas l'utiliser comme biomarqueur d'efficacité du bevacizumab. Et de tous les anti-angiogéniques. Ouais, et de tous les anti-angiogéniques de façon générale. Tous les anti-angiogéniques qui l'ont dosé, ça sort jamais. Un coup c'est faible, un coup c'est élevé, un coup c'est. Enfin voilà, selon le moment où on le fait, c'est ingérable. Ça n'a jamais montré de lien avec. Là, ça a un lien avec la PFS, pourquoi pas, mais en fait, il y a plein d'autres études qui montraient que c'est pas forcément corrélé à quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cet article? C'est le suivant. Merci beaucoup Marc de m'avoir proposé de présenter cet article. Donc un article très intéressant que m'a proposé Benoît Rousseau, qui sort un peu de ce qu'on peut présenter à l'ordinaire dans les soirées biblio de l'Aéreo, qui présente en gros aucune donnée, on va dire, expérimentale, que ce soit clinique ou biologique, mais qui est un article purement de modélisation. Donc c'est un article qui est paru il y a un mois sur le web, avant d'être publié dans Cancer Research, un article d'une équipe française donc qui, comme vous le voyez, va parler de l'optimisation en gros des essais cliniques grâce aux antimitogrammes et à la pharmacocinétique, et tout ça en modélisation. Je vais expliquer un peu le principe. Alors, déjà une courte introduction sur les antimitogrammes, même si ce n'est pas l'objet de l'article. Donc c'est des tests qui sont in vitro,
donc sur des cellules cancéreuses isolées à partir du patient et qui testent l'efficacité de certains médicaments. Donc il faut se représenter ça un peu comme des antibiogrammes, le principe est plutôt voisin. Et donc tout ça, ça permet en fait, sur le plan pharmacodynamique, de déterminer in vitro l'efficacité de ce médicament sur les cellules cancéreuses du patient. Le problème, bien sûr, alors c'est pas encore appliqué en pratique clinique. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est très difficile à mettre en œuvre techniquement, et que ça coûte cher. Donc pour l'instant, c'est plutôt du domaine de la recherche. Avant de pouvoir l'appliquer en clinique, il faut bien sûr pouvoir montrer leur efficacité dans la pratique clinique, c'est-à-dire dans des grands essais randomisés. Alors, l'autre aspect de cet article qui va être étudié en dehors de la pharmacodynamie, c'est bien sûr la pharmacocinétique que vous a déjà présenté Adrien de façon très claire. Donc, l'optimisation sur le plan pharmacocinétique va pouvoir nous permettre, en plus de cette optimisation pharmacodynamique sur les antimitogrammes, d'essayer d'améliorer l'efficacité et de diminuer la toxicité en se basant sur l'exposition aux médicaments. Les objectifs de cet article, en fait, c'est d'essayer sur le plan théorique, de montrer que combiner dans des essais cliniques ces deux approches, c'est-à-dire pharmacodynamique par les antimitogrammes et pharmacocinétique, qu'on peut avoir des essais très clairement positifs et surtout montrer que c'est faisable en pratique, c'est-à-dire, alors il y a des calculs que je vous expliquerai qui permettent d'estimer le nombre de patients à inclure dans ces essais et ils montrent, vous verrez que c'est totalement faisable. Donc tout ça est fait sur ordinateur, c'est de la modélisation d'essais cliniques. À chaque fois, donc en fait c'est un essai qui comporte 4 bras, un bras standard où on n'adapte pas du tout ni sur la pharmacodynamie ni sur la pharmacocinétique, 2 bras où on adapte soit sur la pharmacocinétique soit sur la pharmacodynamie, et le bras qu'ils essayent de montrer comme le meilleur étant le bras où on va adapter et la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Je vais vous expliquer comment ils font ça dans leur modèle. Alors déjà, pour parler très simplement du modèle qu'ils utilisent, donc c'est un modèle d'équation différentielle, alors d'une part sur la tumeur, donc, qui est à une dimension, sur le volume tumoral, avec un terme ici sur la croissance de la tumeur, qui est surtout réglée par le temps de doublement tumoral, donc inversement corrélé au temps de doublement tumoral. Et ici, donc la tumeur peut être diminuée par le M, donc c'est le taux d'efficacité maximale du médicament. Et ce taux d'efficacité du médicament est bien sûr modulé par la concentration du médicament. Donc pour ceux qui se rappellent des cours de pharmacologie, c'est le modèle de Hill, avec un coefficient de Hill au-dessus des deux concentrations. Et cette concentration C1,5, c'est en fait, c'est un peu comme ce que Adrien disait, le K1,5, c'est-à-dire la concentration qui permet d'avoir la moitié de l'efficacité du médicament. Donc si on doit résumer cette équation, on va dire que la croissance de la tumeur est inversement proportionnelle au taux d'efficacité, au temps de doublement tumoral, et que ce volume tumoral peut être diminué par l'efficacité du médicament et la concentration du médicament. Cette concentration 1,5, donc qui reflète l'efficacité du traitement sur la tumeur, va bien sûr pouvoir varier dans le temps et surtout augmenter dans le temps, c'est-à-dire que la tumeur devient résistante au traitement. Donc, alors la concentration 50, c'est en fait la concentration 1,5 initiale, et cette concentration va augmenter au cours du temps. Le paramètre qui régit tout ça, c'est le temps de doublement de cette concentration et qui reflète donc la vitesse à laquelle la tumeur acquiert une résistance au traitement. Donc tout ça est un modèle plutôt simpliste, on va dire, de la croissance tumorale et de l'efficacité du médicament
sur cette tumeur et qui reflète bien sûr l'acquisition de la résistance du traitement, enfin de la tumeur au traitement. Enfin, il y a un modèle de toxicité qui prend en compte un seul paramètre, donc qui est modélisé comme une neutropénie, mais en fait qui englobe finalement toutes les toxicités du médicament. C'est un modèle qui a 4 compartiments avec le compartiment des cellules souches, 2 compartiments des progéniteurs et un compartiment de neutrophile circulant. C'est assez simple, il y a un taux de toxicité du médicament et cette toxicité est en fait, donc elle est sur le compartiment des cellules souches H et elle est proportionnelle à la concentration du médicament. Donc tout ça va être modélisé dans l'essai clinique, c'est-à-dire qu'il y a la tumeur qui croît et on administre le médicament et on va mesurer l'efficacité donc sur la taille de la tumeur et la toxicité sur les neutrophiles. Donc, alors comment ils font leur adaptation pharmacocinétique? D'une part, c'est un schéma d'administration toutes les 3 semaines avec une cinétique d'élimination du premier ordre. Il ne donne pas l'équation dans l'article, mais c'est quelque chose d'assez simple. C'est un modèle sur le plan de la distribution qui ne fait pas d'hypothèse très compliquée. On pense qu'il y a un compartiment et que le volume de distribution est connu. Du coup, on ne s'embête pas sur ce paramètre. Par contre, les 2 variables pharmacocinétiques qui sont importantes dans cet article, c'est la concentration cible au pic du médicament et l'air sous la courbe de ce médicament. Donc c'est sur ça que va être adapté le traitement. Une équation, juste pour montrer que en fait, donc, il va y avoir de la variabilité dans cet article, notamment sur les paramètres pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. Donc, pour modéliser cette variable aléatoire, on va dire, sur tous les patients, c'est-à-dire qu'un patient sera sur une distribution normale, plus ou moins à la médiane ou sur les extrémités. Donc, pour chacun des paramètres que je vais vous expliquer derrière, en fait, pour chaque patient, donc indexé par le paramètre I, on tire le paramètre parmi une distribution normale de moyenne 0 et le paramètre important, ça va être la déviation standard, c'est-à-dire quand vous avez la distribution de gauche, la déviation standard permet de voir l'étendue de la distribution des valeurs autour de la médiane. Donc plus cette déviation standard est élevée et plus il y aura de variabilité sur le paramètre. Alors pour parler un peu plus concrètement, il y aura 2 sigma qui seront importants, 2 déviations standards. D'une part, celle qui s'appelle sigma pk et qui reflète la variabilité pharmacocinétique pour chaque patient. Alors là, il parle de l'AUC en fait, donc c'est-à-dire que pour chaque patient, ils vont modéliser en tirant parmi une distribution normale et avec un sigma qui vont fixer la variabilité de l'AUC dans leur essai. Pour le sigma PD, c'est en fait la déviation standard du C50 qui reflète l'efficacité du médicament sur la tumeur avant le traitement. C'est-à-dire pour chaque patient, il tire un C50 parmi une distribution normale et si le sigma est très élevé, ça veut dire que pour chaque patient, l'efficacité du médicament sur la tumeur peut être très variable. Et enfin, un autre paramètre, c'est-à-dire que l'antimitogramme, c'est l'efficacité in vitro du médicament. Or, ce n'est pas totalement et sûrement pas corrélé totalement à l'efficacité in vivo du médicament, vu qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc ça, il le modélise par le ρ, qui est un coefficient de corrélation entre ces 2 efficacités. C'est-à-dire que si le ρ est égal à 1, ça veut dire que l'antimitogramme prédit dans 100% des cas le traitement le plus efficace in vivo, mais bien sûr, c'est idéalement. Le ρ est plutôt inférieur à 1 en pratique. Donc, on revient sur l'essai clinique qu'ils essaient de modéliser. Il y a les 4 bras que je vous ai déjà expliqués. Les 3 paramètres importants qui vont faire varier dans leur modélisation d'essai clinique, c'est la variabilité de la pharmacocinétique, de l'AUC, la variabilité de la pharmacodynamie
et le Rho, donc la qualité de l'antimitogramme. Il modélise la croissance tumorale, l'effet du traitement sur la tumeur, et le critère de jugement principal, du coup, c'est la PFS. Je vous explique tout à l'heure comment il la calcule. Et enfin, le paramètre important, c'est qu'ils veulent voir la puissance statistique et surtout le nombre de patients à inclure en fonction du risque alpha désiré pour pouvoir montrer avec une puissance statistique donnée le résultat escompté. Donc, pour l'optimisation pharmacodynamique, dans leur modèle, ils ont 3 médicaments avec des taux de toxicité différents. D'ailleurs, je n'ai pas forcément compris, Benoît, peut-être que tu nous diras pourquoi ils faisaient varier les toxicités. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que le bras standard, c'était le médicament X, et en fait, dans le bras optimisé pharmacodynamie, ils vont déterminer avec l'antimitogramme le médicament le plus efficace, et du coup le patient va être randomisé pour avoir le traitement le plus efficace donné par l'antimitogramme entre X, Y et Z. L'optimisation pharmacocinétique, elle a lieu en fait après l'administration du premier cycle, c'est-à-dire qu'au départ tout le monde reçoit la même dose, et cette optimisation, elle est appliquée donc sur 2 critères, d'une part sur l'absence de toxicité, et d'autre part si on se rend compte qu'après le premier cycle, l'AUC est inférieur à 84%, soit une déviation standard en dessous de la valeur moyenne. Et dans ces cas-là, et dans ces cas-là seulement, on pourra augmenter dans le modèle la dose du médicament pour essayer d'atteindre une AUC correcte. Et les réductions de dose sont basées sur ce qu'on peut faire un peu en clinique, c'est-à-dire que dès qu'il y a une neutropénie grade 4, on réduit définitivement les doses de moins 20% ou moins 30% si on est sur le premier cycle d'administration. Et par contre, si la neutropénie elle est un peu moins sévère, on réduit seulement de 20% pour la dose du cycle, sans faire de décalage comme on pourrait faire en pratique pour une neutropénie. Sinon, ça compliquerait le modèle. Le critère de jugement, c'est la PFS, adapté au volume, vu qu'on est sur un volume tumoral. Donc c'est plus 73% en volume quand on parle d'un plus 20% sur une dimension. La résolution est bien sûr à 21 jours dans le modèle, vu que la progression se voit sur les scanners en théorie tous les 21 jours. Enfin, alors là c'est la partie un peu plus compliquée sur le plan statistique, pour ensuite pouvoir calculer le nombre de patients qui doivent inclure pour montrer une supériorité de ce qu'ils veulent montrer, c'est-à-dire l'optimisation pharmacodynamique et pharmacocinétique. Ils vont utiliser une procédure statistique dite de bootstrap, où ils vont en gros, pour passer très schématiquement, refaire ces essais de façon très nombreuse. Alors concrètement, ils le font en gros pour chaque nombre de patients qu'ils essaient de tester, ils font 100 000 simulations d'essais cliniques, et ensuite, donc, en moyennant toutes ces 100 000 simulations, ils peuvent en déduire la puissance statistique avec le risque alpha souhaité 1% ou 5%. Je passe et je pense que je n'ai pas bien expliqué. Mais... donc ça, c'est le flowchart qui est très important, mais que très important en taille et que vous ne voyez pas, donc je vais le détailler. Donc d'abord, on a 4 fois 50 000 patients virtuels, c'est-à-dire qu'on aura 4 bras de traitement de 50 000 chacun. Alors, d'une part, on peut soit dire qu'on ne va pas les optimiser sur le plan pharmacodynamique, donc ils vont avoir le médicament X, ou alors on dit qu'on utilise l'optimisation pharmacodynamique, on fait l'antimitogramme, et là on randomise entre X, Y ou Z selon l'efficacité donnée par l'antimitogramme. Donc ça, c'est la première optimisation. Derrière, on peut optimiser ou pas en pharmacocinétique. Si on n'optimise pas du tout, soit on a de la toxicité, on fait des réductions de dose empiriques comme je vous ai expliqué, soit il n'y a pas de toxicité, de toute façon on ne change pas la dose. Si on est dans le bras optimisation pharmacocinétique, si on n'a pas de toxicité, on regarde si l'AUC est correcte ou pas. Si l'AUC n'est pas correcte, on peut augmenter la dose. Si on a la toxicité, bien sûr, on peut réduire les doses.
Donc tout ça fait qu'on a 4 bras, soit on n'est pas du tout optimisé, soit on est optimisé PK, soit optimisé PD, soit optimisé PK-PD. Et donc on regarde la PFS. Et ensuite il y a les calculs de puissance pour voir combien de patients il faudrait inclure pour voir des différences. Alors vous allez voir, il va se succéder plusieurs courbes de ce type-là. No, c'est no optimisation, PK, c'est optimisé sur la PK, PD, etc., etc. Alors là, c'est les courbes de PFS pour des sigma PK, sigma PD à 0,5, c'est-à-dire on coupe la poire en deux, c'est entre 0 et 1. C'est en gros des essais où la pharmacocinétique et la pharmacodynamique sont importantes, mais moyennement. Et le ρ, c'est-à-dire la corrélation, la fiabilité de l'antimitogramme est plutôt bonne. Et ben on voit que quand on simule cet essai clinique, le fait d'optimiser d'une part sur la PK, d'autre part sur la PD, et surtout en combinant les deux, on a une augmentation de PFS qui peut aller jusqu'à 40% dans le bras PK-PD. Donc c'est plutôt intéressant. Ici, sur la puissance statistique, on voit que en fonction de si on est optimisé PK, PD ou PK-PD, en fait, on réduit le nombre de patients à inclure pour montrer au risque de 5% ou d'1% une étude positive en fait par rapport au bras sans optimisation. Je ne sais pas si je suis clair. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de faire varier les paramètres, c'est-à-dire sigma PK, sigma PD. Si on le diminue, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins de variabilité chez les patients au niveau et pharmacocinétique et pharmacodynamique, et ben on se rend compte en effet que finalement, dans ces cas-là, le fait d'optimiser sur la PK ou la PD ou les deux, ça augmente modérément la PFS, plus 17% dans le bras PK-PD. Et on diminue en effet un peu le nombre de patients à inclure, mais ça reste des grosses études. Si en revanche on augmente cette variabilité, c'est-à-dire beaucoup de variabilité entre les patients sur le plan et pharmacocinétique et pharmacodynamique, et en plus on a des très bons antimitogrammes, alors là clairement on a plus 62% de PFS si on optimise et sur la PK et sur la PD. Et vous voyez, pour une puissance à 90%, on peut faire ça sur des essais qui font 100 patients. Ça c'est la théorie bien sûr, mais c'est intéressant. Ensuite, on peut décliner tout ça, dire qu'on est sur des patients où clairement la pharmacocinétique est très variable mais pas la pharmacodynamie. Donc en effet, le fait d'adapter sur la pharmacocinétique dans ces cas-là sera plus intéressant que d'adapter juste sur la pharmacodynamie, etc. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Ensuite, alors là, ils font varier en fait le ρ, donc la qualité de l'antimitogramme, qui va de 0,7 à 1. Et en effet, plus l'antimitogramme est efficace et corrélé à l'efficacité in vivo, et plus l'adaptation sur la PD, la pharmacodynamie, est intéressante. Je passe vite parce que c'est assez logique. Enfin, la toxicité, du coup, c'est logique aussi, elle augmente quand on commence à adapter sur la PK ou la PD, parce que justement dans ces traitements, dans le modèle, le XYZ, donc soit on est dans le bras standard X, on a 20% de toxicité, soit Y ou Z, on peut avoir plus de toxicité, et surtout avec l'approche pharmacocinétique, on a tendance à pouvoir augmenter les doses, et donc on augmente les toxicités. C'est plutôt logique. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on augmente la PFS. Donc les bénéfices en PFS sont en tout cas dans cette modélisation importants, d'autant plus que les deux optimisations sont combinées. Parallèlement, on a bien sûr du coup la réduction du nombre de sujets à inclure pour montrer cette supériorité. Et donc la conclusion qu'on peut porter sur ce modèle, c'est que si ce modèle est plutôt conforme à la réalité, on pourrait en pratique réaliser ces essais avec un bon espoir qui soit positif et avec des bons chiffres. Si on doit discuter sur leur optimisation pharmacocinétique, elle est bien sûr relativement simple dans la simulation. On pourrait discuter en pratique d'autres voies d'optimisation qui seraient sur la pharmacogénétique, la prise en compte des interactions médicamenteuses ou alors des adaptations du dosage, du rythme d'administration.
Eux, ils sont très très pour cette adaptation. Ils pensent même que ça devrait être clairement un standard dans les essais cliniques, même si ce n'est pas pour l'instant fait de façon très généralisée. Sur l'optimisation pharmacodynamique, donc l'efficacité est très logiquement corrélée à la qualité de l'antimitogramme. Les autres pistes d'optimisation, ce serait bien sûr tout ce qui est marqueurs génétiques, etc., prédictifs d'efficacité. Alors, il parle de façon intéressante sur l'essai Shiva, qui était un essai français qui essayait d'optimiser la pharmacodynamique dans le sens où ils essayaient de cibler le traitement en fonction des altérations moléculaires des patients. Cet essai a été négatif et il se demande si en fait les auteurs avaient également optimisé la pharmacocinétique dans cette étude, peut-être que ça aurait pu être positif. Bon, voilà, c'est une des choses qu'ils avancent. Les perspectives, c'est que ils essayent, et je pense qu'ils vont publier derrière, probablement un modèle pour essayer de montrer si le fait de faire ça, des optimisations de combinaisons de traitements, ça peut être efficace. C'est clairement des choses à faire en pharmacologie pour les combinaisons. Et surtout, les combinaisons, pour l'instant, on a du mal à les faire passer dans les essais cliniques parce que il y a éventuellement un manque d'intérêt des industriels et surtout, tout ça, c'est des stratégies thérapeutiques non brevetables. Alors, je parle non seulement pour les combinaisons, mais aussi sur l'optimisation pharmacocinétique et pharmacodynamique. Les points forts, les limites, j'ai bientôt fini, désolé, c'est ceux de la modélisation en général, c'est-à-dire que c'est des points forts qui sont la facilité d'implémentation. On peut modéliser un peu ce qu'on veut, faire des 100 000, 1 million de simulations, sans contrainte physique à part celle de l'ordinateur. Les limites, bien sûr, c'est une approximation de la réalité. On fait beaucoup d'hypothèses dans ces modèles qui sont très simplistes quand même. Et puis, éventuellement, parfois on a du mal à appréhender ces modèles, donc si on ne les comprend pas, on a plus de mal à les accepter. Alors, très rapidement, je sors un peu du sujet, mais si on devait voir un peu au-delà de cet article, la vision qu'on pouvait avoir de l'onco, une vision possible, qui est assez intéressante, c'est-à-dire en fait, est-ce que dans le futur on pourrait se dire que si on arrive à créer des antimitogrammes assez facilement, on pourrait pour chaque patient avoir un bout de tumeur, faire l'antimitogramme, optimiser la pharmacodynamique en choisissant le meilleur médicament, et ensuite faire comme dans l'article ou autre chose, faire une optimisation pharmacocinétique. Donc ça c'est un peu ce qu'ils essaient de montrer dans l'article. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus, on pourrait parler de biopsie liquide, de choses comme ça, on pourrait faire des cours sur les organoïdes pour montrer aussi que ça peut nous aider sur prédire l'efficacité des traitements. Alors il y a d'autres choses qu'on peut faire sur l'optimisation de la pharmacodynamique, la pharmacocinétique, doser les médicaments. Bref, il y a beaucoup de choses à faire dans ces choses-là pour optimiser et l'APK et l'APD de façon intéressante. Est-ce qu'un jour on pourra faire ça de façon itérative sur nos patients, c'est-à-dire essayer d'adapter les traitements au jour le jour, enfin pas au jour le jour, mais en fonction de tous ces paramètres-là. Et finalement, si on devait, là c'est le même schéma avec quelques différences, mais on se rend compte qu'on fait déjà ça en bactériaux, par exemple quand on traite septicémie à staph. Voilà, on a l'antibiogramme, ensuite on adapte sur la résiduelle de Vancouver. Peut-être qu'un jour on fera ça en cours. Merci beaucoup Julien, c'est un article pas facile mais tu as réussi à bien nous expliquer. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation de Julien? Je t'avais pas guetté. Non, j'étais très surpris, mais très agréablement surpris. Après ça, je trouve que c'est les discussions à avoir autour de cet article qui sont importantes en fait. C'est un article un peu fondateur pour moi qui est sorti. Je ne sais pas si vous avez des questions. Non, pas une question, peut-être des discussions, mais sur
les ROCA, RODé, les sigma, enfin les déviations standards que j'ai choisies, effectivement on voit qu'il y a différents profils. Après, je vois que même sur les rho de corrélation, même sur les 0,7 qui ne sont pas énormes, on a quand même des effets significatifs en fonction de la variabilité. Et en fait, pour moi, ça définirait plutôt des profils pour les médicaments qu'on a, avec certains vraiment, au-delà même des études cliniques, on pourrait dire tel type de médicament ou tel médicament, et ben c'est plus intéressant d'optimiser ça, les deux, ou peu importe, je pense pas qu'il y ait beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec toi, pour moi c'est un des résultats majeurs de cet article, c'est-à-dire que ça change la façon de réfléchir autour du médicament. C'est-à-dire que soit il y a deux paramètres importants, hein, c'est la variabilité en fait, pharmacodynamique et la variabilité pharmacocinétique. Et si déjà dans ta tête tu es capable de prédire ou de dire à partir des données des phases très précoces, bah, là de toute façon j'ai vu une efficacité dans 90% des cas parce qu'il y a la mutation par exemple, tu as ton antimitogramme qui est quasiment fait. Par contre j'ai une variabilité qui est très importante. Il faut peut-être que je songe dans ce cas à faire quelque chose effectivement dynamique. Si par contre c'est l'inverse, que tu as une efficacité qui est inconstante, type l'immunothérapie et une variabilité qui est faible, tu ne vas pas être sur les mêmes stratégies potentiellement après le type d'essai thérapeutique, et ça va te permettre, en réfléchissant à ça, de dire que tu vas pouvoir adapter la taille de tes effectifs aussi. Et ça c'est très important. L'autre chose, c'est que c'est une façon d'optimiser l'efficacité des médicaments, c'est-à-dire que ça augmente la PFS. C'est pas qu'une façon de diminuer la taille des effectifs, c'est aussi une façon d'augmenter l'efficacité des médicaments. Donc ça va au-delà, c'est-à-dire qu'en prenant simplement en compte deux paramètres différents, la variabilité pharmacodynamique, que tu peux apprécier déjà dans les phases précoces en général, et puis la variabilité pharmacocinétique. Et c'est déjà rien qu'avec ça, typiquement les TKI, on sait très bien que ce sont des médicaments qui ont une variabilité interindividuelle qui est très importante, avec parfois un facteur 10 d'un malade à l'autre. Donc là, c'est très licite de faire des dosages de médicaments pour adapter les médicaments. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils le font avec la chimiothérapie cytotoxique. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de ça. Et qu'il y a aussi un concept qui est important, c'est que la chimiothérapie cytotoxique, elle n'a un impact pour certains des médicaments, par exemple les platines, que s'il y a un effet pic de la drogue, et qu'il faut une dose minimale à administrer aux patients. Faire la dose microscopique homéopathique, ça n'a probablement aucun intérêt. Il y a des schémas, par contre, hebdo qui marchent très bien avec les taxanes, mais ça ne marche pas avec le taxol, pas avec les autres taxanes, pour lequel c'est probablement plus l'AUC qui est important en termes d'exposition. Donc il y a aussi ces facteurs-là à prendre en compte, c'est-à-dire de dire il faut quand même que j'augmente la dose totale administrée, que j'ai un pic suffisant et un AUC suffisant pour les patients. Parce que la chimio qui est bien supportée et tout le monde est content et tout le monde rentre à la maison, en fait on sait très bien que souvent c'est une chimiothérapie qui n'est pas efficace. Quoi. Toujours, mais souvent. Donc c'est aussi ça, c'est dans les concepts qu'il y a dans ce papier, c'est de dire il faut arriver au seuil, à être à la limite de la toxicité, être efficace, et pour ça on peut se faire aider par la pharmacocinétique, à condition qu'il y ait la pharmacodynamique qui soit en amont. Ça vient qu'après en fait. Vous ne pouvez pas faire passer la pharmacocinétique en premier. Et ça c'est important aussi de l'avoir compris quand ils construisent le modèle. C'est-à-dire que si la pharmacodynamie n'est pas là, ça ne sert à rien de faire de la pharmacocinétique pour appliquer. Pour donner un petit exemple dans ton sens, on s'était posé la question, là où je suis actuellement, de faire une logique du thérapeutic monitoring pour le palbociclib. Et en fait, quand on regarde les PFS des patients, l'intervalle de lycée 95 de la PFS, il est très très court. Donc en fait, ce sont des patients, il y a peu de variabilité entre les différents patients, et en fait c'est intéressant d'aller doser ce genre de choses quand justement c'est le contraire, il y a un intervalle très large entre le patient qui répond moins et le patient qui répond mieux. Et c'est dans cette différence en fait on peut récupérer ceux qui sont à la traîne et éventuellement les réajuster, les ramener dans le peloton de masse. Et effectivement, ça revient un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'il faut une variabilité, la pharmacocinétique a d'autant plus d'intérêt qu'il y a une grosse variabilité, un sigma qui est hyper important. Après, c'est difficile de savoir quel seuil il faut prendre, mais en tout cas, il y a un intérêt même les toutes faibles variabilités, mais qui n'est pas très important en termes de bénéfices, en termes de BFS. C'est-à-dire que cette variabilité interindividuelle, elle est de 20%, 10%.
le bénéfice en PFS d'adapter la pharmacocinétique est faible. Par contre, si vous avez une variabilité qui est très importante, là vous avez un bénéfice qui est monstrueux, de l'ordre de 60%. Donc quand on pense à des médicaments par exemple qui ont des médianes de PFS qui sont aux alentours de 9-10 mois, ça vous fait gagner 6-7 mois pour les patients, ce qui est énorme. Ouais, finalement, si on se concentre sur la création de nouvelles molécules, on a envie de beaucoup mieux utiliser déjà les molécules pour arriver à des augmentations significatives de... Ah bah, là, mon avis personnel, c'est qu'il y a une telle compétition du développement de médicaments qu'il n'y a plus aucune rationalité. C'est-à-dire que les boîtes sont tellement pressées de développer leurs médicaments qu'elles passent de la phase 1 à la phase 3 directement et qu'elles peuvent se planter simplement parce qu'elles ont mal réfléchi au design de leurs études et qu'on se retrouve dans des situations où ils veulent simplement récupérer un marché, une niche, et en gros, ils veulent tous se mettre en première et en deuxième ligne. Voilà. En gros, c'est ça la stratégie actuelle de toutes les grosses boîtes pharma. C'est pas pour le bénéfice du patient. C'est pour le bénéfice du patient aussi, parce que voilà, mais en fait ils veulent aussi des trucs qui sont faciles à administrer, faciles à donner, avec un truc tout fait, où il n'y a pas besoin de réfléchir, comme ça on donne la même chose à tout le monde, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc après on est aussi là pour lutter contre ça, les universitaires, pour éviter que justement on passe un peu tout n'importe quoi, c'est pas des médicaments, c'est pas des bonbons quoi. Et toutes les thérapies orales, ça a été relativement désastreux finalement, en termes de communication, de marketing, etc., de vouloir donner les médicaments à la même dose à tout le monde. Et on a, là, il commence à y avoir quelques études qui commencent à sortir qui montrent que justement d'optimiser la façon d'administrer les médicaments permet d'optimiser les bénéfices qu'on offre aux patients. Un des problèmes qu'on a aussi, c'est comme tu dis, ça fait tellement longtemps en fait, qu'on fait n'importe quoi. Par exemple, dans le cancer du rein, si on se disait maintenant, bah tiens, on va essayer d'optimiser le sunitinib, peut-être qu'on pourra augmenter la PFS. Le problème, c'est que dès que le patient a progressé, on a tellement de lignes derrière qui font quand même un peu clic, que le gain en survie globale, virtuellement, on n'aura jamais à le démontrer d'une logique d'optimisation de l'APK, alors qu'on aurait pu le démontrer au temps où il n'y avait que le sunitinib et rien d'autre. Et c'est vrai qu'on arrive un peu le problème, c'est que toute la partie, on va dire, pharmacologie des médicaments, en général, elle arrive à aller 5 à 10 ans en retard par rapport aux études de phase 3. Donc il faut les faire, en fait, l'idéal, ce serait de les faire en parallèle. Le problème, c'est qu'on n'a pas accès aux médicaments. Et puis ensuite, il faut trouver les financements pour pouvoir faire ce type d'études. Donc après, moi, ce que je prône, c'est d'essayer de doser au maximum les patients. Le bénéfice, il ne va pas forcément être individuel pour eux, en fait. C'est aussi pour accumuler les datas sur les médicaments, leur comportement, etc., pour qu'on ait des bases de données et qu'ensuite on puisse faire des modèles. Typiquement, pour faire modéliser un petit peu le devenir du médicament dans une population, dans une pathologie donnée, par exemple. L'autre chose, c'est de faire ce que tu as présenté, qui est, moi je trouve un très joli papier, conceptuel, mais un très joli papier, c'est-à-dire d'essayer de trouver des nouveaux concepts d'essais thérapeutiques. En se disant, j'ai mes données de phase 1, j'ai la pharmacocinétique de mon médicament, j'ai des données un peu d'efficacité, peut-être même une PFS sur 20-30 malades. Je fais mon design d'essai de phase 3 et je me dis, je vais peut-être, compte tenu de la pharmacologie de mon médicament, je vais peut-être faire de l'optimisation. C'est pas très dur de doser un médicament, ça prend une semaine d'avoir le résultat en pratique. Après, c'est plus compliqué qu'on fait des AUC aux malades et qu'il faut les garder pendant plusieurs heures, une journée complète. C'est la grosse difficulté. Mais c'est faisable. On a fait plusieurs études là, à Henri Mondor où je travaille. On fait des PK sur la journée complète, dans le cadre des essais cliniques ou même pas des essais cliniques. Je mets chez les patients âgés. C'est faisable, à condition de leur donner de la lecture et de s'occuper un peu de ça. Une question. C'est que dans cet article, il manque une augmentation de la PFS, mais aussi une augmentation de la toxicité grade 3 et 4. Oui. Ils sont pas, c'est assez simple de faire un modèle pour la survie globale, par exemple, en combinant ces deux données. Non, si, après, je sais pas si ça apporte beaucoup dans le sens où finalement derrière, t'as pas vraiment de variables sur les toxicités qu'ils décrivent. Ils n'ont pas de paramètres de décès sur... finalement, ta PFS va être proportionnelle à l'OS. Tu vois, il faudrait modéliser derrière ce qu'ils reçoivent comme traitement.
Il y a un autre facteur aussi qui est issu de la littérature, hein, c'est que, pareil, de modélisation, c'est que quand tu as, pour modéliser ta survie globale, il faut modéliser la survie post-progression. La PFS, et puis ce qui se passe après la progression. À partir du moment où la survie après la progression est longue, ça devient quasiment impossible de montrer un bénéfice en survie globale avec un médicament. Donc, typiquement, cancer du sein, beaucoup de cancers en fait, avec des survies prolongées, à moins d'avoir des médicaments hyper efficaces, c'est impossible de montrer un bénéfice en survie globale. Et tu regarderas les études seins, par exemple, c'est toujours la PFS, quasiment jamais de l'OS. Dans d'autres cancers, cancer du pancréas, si tu augmentes juste la PFS d'un mois et demi, et tu n'as probablement pas de bénéfice en survie globale, tu es sûr que tu n'auras pas d'autorisation de médicament. Mais il y a des études de modèles qui montrent que si la survie post-progression est plus longue que la survie sans progression, il faut à peu près 10 fois plus de malades dans une étude. Donc, par exemple, de passer d'un essai randomisé phase 3 à 300 patients sur de la PFS, passer à de l'OS avec un bénéfice qui risque d'être faible, tu passes à 3000 malades. Si par exemple tu es à 9 mois de médiane de PFS et que tu veux montrer une survie à 18 mois, ce qui n'est pas négligeable. Et là, l'intérêt de cette étude, c'était justement de faire des petits essais qui permettent d'optimiser l'efficacité, donc de diminuer la taille des effectifs. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Petit commentaire sur les antimitogrammes, quand même, ils ont une vision, je trouve, un peu simplifiée de ce que c'est. Il y avait des Espagnols qui utilisaient des bouts de tumeurs qu'ils mettaient dans des souris, et ils faisaient un petit peu ça, et ça marchait un petit peu mieux que ce qu'on avait des données historiques dans les boîtes de Petri, où clairement on a du mal à en tirer quelque chose cliniquement. Et ça se comprend un peu parce que quelle partie, quelle cellule on prend, qu'est-ce que ça représente de la tumeur. On les sort totalement de leur micro-environnement, donc ça change totalement la physionomie de la cellule dans la boîte de Petri. Donc c'est vrai que c'est encore des modèles qui ne sont pas mûrs du tout, et qui ne sont pas du tout prêts à être utilisés. Tu as cité les organoïdes, c'est peut-être une piste pour être un petit peu mieux que ça. Vous connaissez les types de différents modèles en fait, d'études d'efficacité d'un médicament chez les patients ou pas? Qui sont les antimitogrammes? Il y en a différents types. Alors il y a le truc le plus basique de chez Basic, c'est le tissu slicer. C'est-à-dire on prend la tumeur, on fait une coupe, on met ça avec du milieu de culture dessus, on met le médicament dessus et on regarde si la tranche de tumeur nécrose. Ça c'est le truc basique qui se fait n'importe où dans n'importe quel service d'anapathe si on veut. Mais c'est pas forcément très reproductible parce que ça ne dure pas longtemps en culture. Ensuite, on a effectivement la culture cellulaire, mais la culture cellulaire, c'est hyper rare de réussir à avoir des lignées qui émergent d'un patient quand on les met dans des boîtes. Donc déjà, ça va être que certains types tumoraux, et c'est pour ça que les modèles cellulaires ne sont pas des très bons modèles actuellement, c'est que c'est qu'un faible nombre de patients chez qui on arrive à obtenir des lignées. Après, ce qui est effectivement intéressant, ce sont toutes les techniques d'organoïdes ou d'avatars. Alors, les organoïdes, on a une matrice biologique qui correspond à la matrice extracellulaire, en gros, c'est un peu ça, du collagène et différentes choses. Et on met un bout de tumeur à l'intérieur et on laisse ça prendre et ça prolifère dans du milieu. Et ensuite, on peut effectivement traiter avec un antimitotique. Ça prend souvent, pas dans tous les cas, mais ça prend souvent. Ensuite, l'autre, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est les PDX, qu'on appelle aussi des avatars, où on prend un morceau de tumeur et on la greffe à une souris immunodéprimée. Et ensuite, la souris va servir en fait à amplifier la tumeur et puis on va la passer d'une souris à l'autre, de génération en génération. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut administrer dans ce cas-là un Folfox, bevacizumab à la souris si on a envie. Le problème, c'est qu'il faut des grosses animaleries pour pouvoir avoir beaucoup de patients. Mais ça se fait et en pratique courante, c'est faisable. En quelques semaines, on peut avoir un PDX, un avatar, c'est-à-dire un avatar de mon patient, avec la tumeur qui est sur le flanc de la souris ici, puis ensuite on traite la souris avec le traitement. Et il y a une excellente corrélation avec l'efficacité du médicament en vraie vie. Très bien montré dans le cancer colorectal, par exemple. Donc ça peut être un moyen de faire des avatars de patients, en faisant des patient-derived xenografts.
Ouais, du coup, tout le côté immunologique finalement du traitement, toute la partie immune avec l'efficacité du traitement. C'est effectivement le souci. Donc, une des pistes, c'est d'humaniser les souris en prenant le système immunitaire du patient. Donc, par exemple, une souris immunodéprimée, tu peux lui greffer la tumeur et tu lui greffes en plus les PBMC, c'est-à-dire les cellules circulantes du patient. Le problème, c'est qu'au bout de, en général, 12 à 16 semaines, les souris font de la GVH. Mais ça t'a permis d'étudier à minima, en faisant de l'immunothérapie, ça marche, ça se fait, ça marche. Et surtout que les tumeurs, elles ont une partie du stroma inflammatoire, immunitaire et des fibroblastes en fait, à l'intérieur quand tu fais des PDX ou des organoïdes. Donc tu gardes quand même une partie de ça, même si une partie est perdue dans le processus. Il n'y a pas de modèle parfait. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les autres de chimio et des nouvelles immunos. Ouais, bien sûr. Mais la chimio n'est pas prête d'être remplacée pour autant. Donc, moi, j'y crois pas du tout que la chimio va être remplacée par l'immunothérapie du jour au lendemain. Peut-être dans 30 ans, on en discutera, mais je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui va remplacer dans tous les organes. Ça marche malheureusement pas chez tous les malades. Quand j'ai fait mes études, j'étais à votre place il y a une dizaine d'années, on me disait avec la thérapie ciblée, tout va être réglé. Vous voyez où on en est. On avait fait bénéficier à 15% des patients à peu près de thérapie vraiment ciblée. Et je pense que dans 10 ans, on en discutera, on aura fait bénéficier d'immunothérapie à peu près 15% des malades. C'est bien, on avance par palier. Voilà. Par rapport au slide sur les PDX, ça allait être trop lourd. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il faut des instituts de recherche à côté qui sont capables d'entretenir les souris, l'animalerie. Et puis c'est pas forcément compatible avec la durée de vie du patient. C'est ça, pas une aussi. Pendant qu'on fait la napate, mettre un slicer dans un coin et avoir en même temps la réponse de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que c'est que le cancer, on perd pas de temps. Non, c'est logique dans des contextes où les cancers, par exemple, ont des bons traitements de première ligne. Et auquel cas, il faut d'emblée tester les lignes, on va dire, ultérieures des patients. C'est-à-dire, je prends l'exemple du cancer colorectal parce que c'est un des sujets de recherche. Tu fais ton PDX de malade au début de la première ligne, tu lui fais ton Folfox-Beva, Folfirinox-Beva, ce que tu veux en première ligne. Par contre, tu lui testes d'emblée les médicaments de deuxième, troisième ligne. Les anti-EGFR, le regorafenib, le TAS-102. Et tu regardes ce qui est le plus efficace. Et il y a une bonne corrélation, parce que instinctivement on se dit qu'on a pris une méta, les cellules qu'on a injectées à la souris de 1, c'était une méta à un tenté au début de la première ligne, et ça a une bonne corrélation avec les deuxièmes lignes. Ce qui est montré, c'est avec les anti-EGFR. Avec les anti-EGFR, il y a une très bonne corrélation. Ensuite, on n'a pas encore les données pour chacun des médicaments. Ça, c'est un des problèmes. Ça marche probablement que dans les cancers où il y a une faible hétérogénéité temporo-spatiale. Pour moi. Et c'est marrant, mais il y a aussi un espèce de phénomène de convergence des mutations, c'est-à-dire que quand tu regardes dans ce fameux article de Nature de Swanton où il a regardé les mutations et il a fait des arbres phylogénétiques des différentes métastases, et en fait, tu as une espèce de convergence des mutations, c'est-à-dire que à des endroits complètement différents, tu vas avoir des mêmes mutations qui vont se mettre en place, comme si c'était des étapes que devait débloquer le cancer, mais il le fait de manière totalement indépendante. Donc est-ce que ça pourrait être une piste pour expliquer pourquoi ça marcherait quand même dans une souris, mais bon, tu peux aussi recréer de façon artificielle dans les PDX, il y a des modèles maintenant, l'hétérogénéité tumorale en appliquant un traitement spécifique. Ça se fait en fait, c'est un moyen d'agresser la tumeur pour qu'elle diverge de façon génétique très rapidement. Donc ça se fait ça aussi. Donc il y a des gens qui pensent à ce genre de choses, ça va loin, mais c'est probablement d'ailleurs le meilleur système, c'est-à-dire que tu fais diverger la tumeur très vite, comme ça tu augmentes l'hétérogénéité et ça te permet d'avoir plus de certitude sur ce que va devenir le patient sur le long terme, avec des traitements spécifiques que tu peux faire avant d'implanter ton PDX dans la souris. Merci.